c'est parti. Donc, l'heure est grave, les amis, les marchés s'écroulent, c'est la fin du monde. Le coronavirus va tous nous tuer et des bombes nucléaires vont nous pleuvoir sur la tronche à cause des tensions qui en émergent au Moyen-Orient. Bref, voilà. Bon, vous avez compris tout de suite, de toute façon, dans l'intro, que tout ceci, c'est du bullshit. Que, au final, ce qui est important, c'est pas nécessairement ce qui se dit. Et je tiens vraiment encore une fois à le rappeler, moi perso je suis plutôt content de ce que je vous ai produit ces dernières semaines parce qu'il y avait beaucoup de choses que je devais traiter et le temps était entre guillemets un peu limité dans le sens où ça fait quand même des mois qu'on se prépare au fait qu'on peut se prendre une tatane et que bah, évidemment quand elle arrive, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mélanger dans vos têtes, donc évidemment je voulais vous préparer le mieux possible, j'espère en tout cas avoir fait ce que je pouvais. En tout cas je ne suis pas mécontent du travail qui a été fait. Même si ça aurait pu être mieux que ça, hein, mais si on devait donc résumer entre guillemets euh, l'endroit où on est aujourd'hui, si je vous mets un graphique du S&P 500, je vais vous mettre ça dans le live room chat du coup. Donc vous mettez ça sous vos yeux. Le principe est donc, on va parler de ça, de ce graphique-là. Qu'est-ce qu'on en fait, comment, dans quel cadre on met ça. Voilà. Donc déjà, on contextualise, c'est-à-dire que on va décortiquer un peu tout ça, mais je vous prépare à ça depuis plusieurs mois. Ça se produit. Donc, ça ne veut pas dire je suis visionnaire, j'ai vu le futur et tout ça, mais juste, il y en a beaucoup qui ont douté à un moment donné, et je ne peux pas vous en vouloir, et c'est clair, mais je connais quand même bien mon métier. Donc, là, le seul truc, c'est que on va faire une émission un peu longue parce qu'il y a il y a plusieurs aspects à rapporter, euh, mais comme toujours, arriver à cadrer, c'est-à-dire quand il se passe un truc qui paraît irrationnel et peu importe, sachez que tout quoi qu'il s'en soit, les marchés, c'est toujours une couche de time frame, un millefeuille, et si à court terme ça devient irrationnel, excessif, tout ce que vous voulez, que ce soit à la hausse comme à la baisse, hein, il faut toujours que vous ayez ce réflexe de dézoomer pour donner un contexte, parce qu'on ne traite pas un marché qui est irrationnel, et le marché peut être irrationnel sur plusieurs time frames, mais normalement il est toujours cadré par quelque chose. Alors effectivement, quand il s'agissait de monter, on était très emmerdés puisqu'on n'avait aucun cadre technique exploitable à court terme, toutes les stratégies, 15 minutes se faisaient péter la gueule, mais on savait qu'on évoluait dans un cadre mensuel plutôt topiche, de dire on recherche des sommets mensuels. Bon, au final, il aura fallu aller jusqu'à un breakout mensuel, d'accord, c'est-à-dire qu'il aura fallu casser des cycles mensuels, aller chercher ses targets, c'est-à-dire aller au maximum de ce qu'on pouvait tirer, avant de se prendre le gadin. Maintenant, ce que je vais dire là est à prendre avec beaucoup de recul et de distance par rapport au truc. Il ne faut pas sortir ce que je vais dire de son contexte. Coronavirus, on s'en bat les couilles. C'est-à-dire que ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Je suis persuadé qu'on aurait eu le même résultat sur les prix. Simplement, évidemment, l'aspect coronavirus catalyse un petit peu plus les crispations. Mais au final, ça fait quand même longtemps qu'on travaille les scénarios de retour du VIX, cassure des junk bonds, tout ça, explosion du gold. Le gold, par exemple, n'a pas attendu le coronavirus. Et pourtant, il fait partie d'un plan global de gestion du portefeuille dans lequel je vous disais, acheter, c'est très dangereux, même si c'est plus confortable de se laisser porter par la tendance. Moi, je restais persuadé que ça finirait mal et qu'en plus, ces contextes-là seraient probablement très volatiles. Bon, bah, autant il y a une semaine et demie, c'était hautement spéculatif et je devais avoir toute la retenue nécessaire pour éviter de vous porter des billets débiles et ainsi de suite, autant maintenant, la réalité a parlé et c'est moi qui ai raison. Donc, qu'on joue toujours à ce jeu de qui a raison, qui a tort, vous savez ce que j'en pense. Je pense que c'est vraiment pour les débilos des réseaux sociaux. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez là-dedans, c'est que si ici j'appuie sur ça, c'est pas pour dire je suis plus fort que les autres, c'est simplement pour vous montrer la rationalité de ce que je voulais vous faire comprendre dans ce machin-là. Vous faire comprendre que si je vous ai forcé à prendre une vente en haut, c'était pas pour rien. Et que si cette vente, elle produit et qu'elle se passe exactement comme prévu, d'une part, je n'en savais rien du tout. Il y a une semaine, j'aurais pas pu imaginer qu'on serait là. Maintenant, voilà, c'était de dire, je ne savais pas quand est-ce que ça allait se déclencher, mais je savais qu'il y avait de fortes chances que ça se passe comme ça. C'est-à-dire brutalement, sans pullback, et que, évidemment, en psychologie, ce soit le plus grand remue-ménage possible et imaginable. Donc, maintenant, je rappelle bien, cette vente, si je vous ai forcé à la prendre, c'était pas pour que vous arriviez à choper le point haut, ni montrer ah, j'ai réussi à vendre tout en haut et tout ça, on s'en fout. C'est parce que psychologiquement, je sais que c'est intenable. Donc, on va faire un tout petit truc très amusant. Euh, je vais vous mettre un vote à la con. Donc, en gros, qui a toujours une vente? On va faire comme ça. Et on va rajouter deux réactions, oui et non.
Euh, je ne sais pas comment on va faire. Oui et non, oui et non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut utiliser. OK, not OK. Voilà, voilà. OK et not OK. Donc vous utilisez ça et voilà. Donc pas de souci, on n'est pas là pour juger. Je ne regarderai pas les noms et on supprimera la question après. C'est simplement pour voir si, comme d'hab, vous êtes en train de coller avec les statistiques que j'ai habituellement dans la tête par rapport à ce truc-là. Encore une fois, ne mettez pas votre ego là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir qui a fait quoi, c'est plus de voir si, comme d'habitude, je ne me suis pas trop planté sur mon aspect statistique, de qui a tenu la stratégie, qui l'a pas tenu. Et à la limite, on peut même mettre un autre truc, c'est qui ne l'a pas du tout suivi, c'est-à-dire, comment je peux faire pour rajouter une réaction, je ne sais plus. Yes, c'est ça. Qui ne l'a pas du tout tenu, on n'a qu'à mettre. Je ne sais pas quoi mettre. Je vais pas mettre le caca quand même. Euh, qui ne l'a pas du tout pris, parce que, encore une fois, il n'y a aucun problème là-dedans. Hein. On va décortiquer tout ça. Oui, voilà, le blanc, voilà, vote blanc. Ok, non mais pas de souci. Ah, donc aujourd'hui, on fait un live psycho, d'accord. On va parler de psychologie, mais d'abord, on fait la partie technique très rapide, on va la flusher. Donc, pourquoi qu'il en arrive, ceux qui se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion de tout ça. D'accord. Bah, comme toujours, tout ce qui se passe à court terme, normalement, si vous supprimez les prix, vous devez rapidement voir, hein, c'est-à-dire si je vais en une minute, je supprime les prix, hein, je ne regarde pas les prix, on cache le momentum, on réalise son analyse classique, peu importe encore une fois la stratégie que vous utilisez, mais en tout cas si vous utilisez la mienne, vous devez savoir qu'un marché comme ça, c'est une grosse tendance baissière. Donc bah, qu'est-ce qu'on fait dans une tendance baissière quand c'est comme ça? Bah, déjà on ne s'amuse pas à essayer d'attraper les bottoms ici, hein. C'est-à-dire quand les contextes sont dérouillages comme ça, on ne fait rien et on essaye de contextualiser sa tendance. Si je devais contextualiser ce truc-là, pardon, bah pour l'instant c'est compliqué, mais là je dirais au mieux c'est une divergence, voire une fin de tendance, mais il faut vérifier qu'il y a eu des pullbacks. Pour l'instant je ne suis pas certain qu'on ait réussi à retracer 23% de chaque mouvement vendeur. Donc j'ai plutôt l'intention de dire que là au mieux ce qu'on a c'est une divergence dans une phase de baisse. Bref, en tout cas on va dire une minute c'est pas cadrable. 3 minutes, on va un petit peu plus loin pour essayer de trouver une réponse. D'accord. On sait bien en tout cas dans une minute c'est tendance baissière. On va se limiter à ça. Pour 3 minutes, je ne peux pas faire plus simple, c'est une tendance baissière là aussi. À quel stade on en serait de cette tendance baissière? Bah, pour l'instant, ça dérouille. Hein. Donc, tendance baissière, tendance baissière. On voit qu'il y a des petites alertes acheteuses, mais toujours pareil, ça ne veut pas dire on achète. Ça veut juste dire qu'il y a des contextes d'achat ou de rachat. Hein. Il s'agit bien surtout de gestion du risque vendeuse. Racheter une vente, c'est un signal d'achat, hein, on est d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on achète le marché. On va venir à ça après. Alors de toute façon, vendre, on est bien d'accord, c'est bien trop tard. On va revenir après. Donc bref, tendance vendeuse, quelle étape de maturité? On ne sait pas trop. Hein. Là, c'est pas bien facile à lire. Et putain, on voit que c'est bien installé comme tendance vendeuse. Mais on voit qu'elle est plutôt mature. Maintenant, ça veut dire que ce n'est pas le moment de rentrer vendeur. Mais on ne peut toujours pas cadrer. Donc 15 minutes. Autrement dit, on est dans une tendance baissière et on n'a pas les contextes qui nous permettent de former un range ou même d'envisager le renversement. Bon, là, on ne peut pas faire mieux. Pour moi, c'est le 15 minutes qui parle le plus et c'est la raison pour laquelle tous les time frames inférieurs, pour ma part, sont littéralement illisibles. Quand vous regardez votre marché S&P 500 en 15 minutes, ça ne peut pas être autrement qu'un excès. On est bien d'accord. Ça, c'est purement excessif. Donc oui, il y a un mouvement excessif en 15 minutes. Bon, ok. En horaire, donc là déjà on vient de dire 15 minutes c'est illisible, donc tout ce qui est en dessous c'est très difficile, en tout cas c'est très fortement catalysé. Bah, ça, est-ce que vous pouvez me trader un truc pareil? Et encore une fois, ne regardez que ça, hein. Là j'ai supprimé les prix, et tous les contextes sont arrachés, donc en horaire pareil, on sait qu'on est dans un contexte qui n'est pas normal, donc on n'est pas dans de l'horaire. Donc ça veut dire que là déjà, si vous avez pris des trades 3 minutes, 1 minute, 15 minutes, horaire, tout ce que vous avez regardé, ça n'a aucun sens. Parce que ce qui se produit, c'est de la volatilité sur des time frames supérieurs. 4 heures. Est-ce que 4 heures, on peut commencer à lire un petit quelque chose? Ouais, mais alors là, quand même, vous voyez le canal de tendance qui prend une grosse branlée. Hein, et encore là, j'y vais gentil, quoi. Donc 4 heures, est-ce qu'on peut lire le 4 heures? Bah non plus. Hein. Donc on peut toujours pas, 4 heures, on peut toujours pas cadrer le marché. C'est complètement irrationnel. On a arraché littéralement les contextes 4 heures et il n'y a aucun achat. Daily? Ah, daily, on est pas mal là. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Attendez, je suis en train de foutre le bordel, voilà.
Hop, daily, on y arrive. Là, on a quelque chose, on est sur les contextes acheteurs. Ce qu'on voit, c'est que le canal de tendance ici, lui, il est toujours là-haut. Donc, autrement dit, c'est un gros shoot de volate qu'on se prend dans la gueule. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur les contextes daily? Est-ce qu'on sort ces ventes? Non, 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 mais j'essaie de vous faire le commentaire en même temps. Euh, alors, c'est vrai que ça aurait été bien avec un partage d'écran, mais alors, je vais te faire un screenshot quand même au cas où. Voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir avant, c'est que quoi qu'il arrive, tout ce qui était 15 minutes, horaire, 3 minutes, 1 minute, machin, illisible, pas technique. Donc là, si vous appliquez des stratégies techniques dans un marché qui est complètement illisible, c'est compliqué. Et pire, je vous avais quand même prévenu qu'on ferait probablement de la volatilité daily, voire même hebdo, voire même mensuel, selon la clôture qu'on fera ce soir. Donc, pour l'instant, c'est daily. Donc, on est où? On est sur les contextes daily. Donc, on a effectivement fait de la volatilité daily et en l'espace de 5 jours. Alors, oui, c'est violent, mais encore une fois, je vous avais quand même préparé pour ça. Après que vous n'ayez pas suivi les conseils, je peux le comprendre. Mais normalement, quand même, avec le temps, vous devriez quand même vous rendre compte que je ne suis pas là pour vous envoyer dans le mur, que je suis plutôt là pour vous apprendre des choses. Et que parfois je suis un peu insistant, voire même relou, mais que c'est souvent et toujours pour votre bien. Donc on va revenir après, les erreurs à pas commettre. Je sais qu'il y en a qui les ont commises parmi vous et c'était inévitable, mais encore une fois, une erreur, c'est surtout une opportunité pour apprendre quelque chose. Donc on va essayer de tirer quelque chose de positif de tout ça, quel que soit le cas dans lequel vous vous trouvez pour l'instant. Donc, la volatilité daily, elle nous a ramené straight line direct vers les supports. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le canal de tendance va se prendre une branlée monumentale. Donc, quelles sont les probabilités que ce contexte de support tienne? Elles ne sont pas nulles, parce que, quoi qu'il arrive, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Donc ça peut réagir. Donc on sait qu'il y a une gestion du risque à faire ici. Après, quand on fait ça, la première des choses à faire, j'ai volontairement au-dessus, je vous ai donné un graphique sans le momentum. Le premier truc qu'on fait, c'est qu'on va chercher des informations. Où est-ce qu'on est? Donc là, on est sur le contexte acheteur et on n'a aucune autre information technique. Est-ce qu'on vend un contexte acheteur déjà? Non. Donc on est bien d'accord que, par exemple, tout à l'heure, celui qui disait je cherche à vendre et j'espère vendre des pullbacks. Si tu te mets à vendre les pullbacks maintenant, on a un problème. Parce que c'est pas maintenant qu'il faut vendre les pullbacks. Là, on ne vend plus rien du tout. Je vous ai dit hier, depuis qu'on a basculé dans la partie inférieure de ce canal de tendance en daily, de contexte, depuis qu'on est sous 3090, c'est interdiction formelle de prendre des ventes. C'est beaucoup trop risqué maintenant de prendre des ventes. Les seules choses qu'on peut faire ici, c'est prendre des profits pour les vendeurs. Mais ne surtout pas maintenant vous mettre à me chercher des ventes sur repli. Hein. Là, vous ferez tout à l'envers si vous êtes en train de chercher des ventes en repli. On avait un scénario de repli vers les contextes daily, voire enfoncement de ces derniers, mais ce n'est pas maintenant qu'il faut vendre. Là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est laisser filer des positions vendeuses et éventuellement faire des petits trades en cassure sur les time frames inférieurs. On va parler de ça après. Donc, on cherche à contextualiser notre marché. Donc on est en daily, on voit qu'on est en retour très brutal sur les canaux de contexte. Qu'est-ce qu'on voit? Sur la structure de reverse au sommet, un signal identifié bear. Le bear en reverse, alors qu'on est sur un sommet historique, c'est encore pire que exit. Ça veut dire qu'on va se retourner et qu'on va se retourner violent si ça retourne ici. Hein. On n'en sait rien évidemment que ça va retourner, mais on sait que si ce signal est validé, il va tout péter. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on est venu le valider en début de semaine à 32,39 et derrière c'est l'hécatombe, on enfile tout, aucun support, parce qu'on passe de tendance haussière à tendance baissière, en daily. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire quand on passe de tendance haussière à tendance baissière? Non, ça n'est pas du tout un crack. Non, non. Pardon, je devrais mettre vos messages sur le... Parce que pour le replay, après, s'ils ne voient pas le message, ils ne vont pas trop comprendre pourquoi je parle tout seul. Alors, fin de bulle, non, on n'a jamais été en bulle. On est passé pas loin, ça je te le concède. C'est-à-dire que si on avait continué de monter comme des glands comme ça, je pense qu'on aurait fait une bulle. Un contre-pied, ouais. Oui, oui, ça peut être un contre-pied, mais moi ce qui m'importe, c'est quand vous avez un truc qui n'est pas classique, d'accord? En général, c'est quoi le réflexe que vous devez avoir? Quand ça ne respecte pas vos boîtes habituelles. Je vous ai toujours dit, normalement, une tendance, on ne passe pas d'une tendance haussière à une tendance baissière, sauf des cas particuliers.
Et ici, on n'est pas dans un contexte de crack. Enfin, je pense pas. J'ai pas l'impression, parce qu'un crack, ça fait toujours suite à une bulle, et ici, on n'a pas de bulle. On est passé très proche d'eux, on avait un marché excessif, donc on recale l'excès, ça, c'est normal. Le premier réflexe que vous devez avoir, c'est évidemment de dézoomer. D'accord ? Là, le daily, on voit qu'il est un peu irrationnel parce que les prix sont là. Et là, théoriquement, lui, pour les indicateurs, on est toujours là-haut. Hein. C'est-à-dire que pour lui, on est toujours en train de traiter cette zone de prix. Et là, non, il se trouve qu'on est sur le support en one shot. Donc, ce n'est pas vraiment le daily qu'il faut lire, c'est l'hebdomadaire. Donc, le bon contexte, celui sur lequel vous devez agir, et en tout cas utiliser la stratégie technique et utiliser les patterns que je vous apprends, d'accord ? Rappelez-vous que moi je vous apprends une gestion du risque spéculative basée sur des aspects techniques et des techniques agressives. Encore faut-il les appliquer dans un contexte dans lequel ils marchent. La technique dans un marché et la technique spéculative, ça ne fonctionne pas partout. Il y a plein de moments dans lesquels le marché ne respecte pas ses règles. Un exemple probant, si vous avez utilisé ces règles en 15 minutes ou en 3 minutes ou en machin, vous vous êtes fait arracher la gueule parce que vous n'avez pas contextualisé ce qu'il fallait faire. On va en venir après sur les erreurs qui ont été commises par certains et qu'il ne faut pas commettre. Mais ce n'est pas le but de jeter la pierre, on fera ça après. Donc le principe, c'est que c'est l'hebdomadaire qu'il faut gérer. Et l'hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le contexte de support, il est encore un peu plus bas, mais qu'on va le trouver la semaine prochaine, puisqu'on va avoir un nouveau mois boursier. Donc ici, non, ça c'est trimestriel. Donc là, pendant tout le mois de mars, on a encore un contexte de support qui se trouve plus bas. Donc est-ce qu'on peut aller plus bas sur le S&P 500 ? Ouais, franchement oui, sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on va noter ? On a un canal de tendance qui fait la même taille que le canal de contexte. Ça, généralement, c'est ce qu'on appelle un squeeze, c'est-à-dire que tout est comprimé et on ne peut plus faire la différence entre le canal de tendance et le canal de contexte. Ça traduit généralement une chose plus que tout. On va voir si vous trouvez. Quand le canal de tendance est aussi large que le canal de contexte. En réfléchissant un peu pour ceux qui apprennent bien ma stratégie, si vous comprenez un peu la psychologie qui se trouve derrière ces indications techniques, qu'est-ce que ça pourrait retranscrire comme type de contexte de marché ? Voilà, l'indécision. Non, pas la lessiveuse. La lessiveuse, c'est pas ça. Ça, c'est de la lessiveuse. La lessiveuse, c'est quand tu as un tout petit canal de tendance qui est scotché au contexte résistant. Quand tu as un canal de tendance, mais je pars du principe que vous voyez mon graphique, putain, je suis con, moi. Attends, je vous remets un graphique, comme ça vous voyez bien. Toc. Voilà. Donc quand vous avez ça, un canal de tendance qui fait la taille du canal de contexte, ça traduit effectivement l'indécision. Quel est le contexte favorable de l'indécision ? Enfin, quel est le contexte favori de l'indécision ? Alors ça traduit de la volatilité. Oui, la volatilité, c'est la traduction généralement de l'indécision, en tout cas d'une hésitation forte. Évidemment, il faut le cadrer dans un time frame, c'est-à-dire que la volatilité en 3 minutes, il y a plein de choses qui peuvent apporter de la volatilité en 3 minutes. Voilà, range. Donc on est bien d'accord que le scénario que je vous fais travailler depuis plusieurs mois, voilà, il est là. C'est-à-dire que tous les couillus qui étaient là à nous dire tendance haussière, arrêtez de vendre des sommets historiques, là ils se sont pris une belle banane puisqu'ils commencent à comprendre que ce n'était pas une tendance haussière, mais bien un range. Donc, navré de le dire, mais c'est moi qui avais raison, c'est eux qui avaient tort, et pourtant, il n'y en a pas un seul qui viendra dire merci, c'est normal. Mais par contre, quand tu vends, il faut subir les critiques tous les jours, ça c'est la classique. Bref, donc le range est là, maintenant tout le monde le voit, évidemment ça se fait de façon volatile, mais ça se fera sur des contextes hebdomadaires. Donc, notre contexte hebdo, c'est ici qu'on va former le range. On sait que dans ce contexte-là, on a été très irrationnel, c'est-à-dire qu'on a en hebdomadaire une tendance haussière relativement mature qui pourrait se renverser. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement passer en tendance baissière en hebdomadaire, puisqu'on termine un mouvement tendanciel haussier et qu'on est même sur des excès haussiers hebdomadaires. Donc, pourquoi on a des excès haussiers hebdomadaires ? Qu'est-ce qu'on fait comme réflexe quand on a un marché hebdomadaire excessif ? Des boîtes de contexte qui sont disjointes, un canal de tendance qui fait la taille du canal de contexte. Voilà, on sait que c'est un contexte assez particulier, donc qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le réflexe ? Voilà. Ben, vous voyez que vous y arrivez, c'est quand même pas si compliqué en fait. Quand on ne comprend pas ou quand il y a un truc qui semble un peu anormal ou un peu particulier, on dézoome pour avoir de toute façon un cadre. Il vaut mieux que votre cadre soit le plus large possible parce que derrière ça vous permet de savoir où les mecs qui traitent le plus large vont éventuellement sortir du bois pour vous péter la gueule.
et pour ne pas être surpris sur tout ce que vous pourriez faire à court terme. Encore une fois, ceux qui ont acheté les tendances haussières ces derniers mois ont eu raison. Mais là où ils ont eu tort, c'est s'ils ont oublié le contexte mensuel. Ceux qui ont oublié le contexte mensuel, là, ceux qui ont fait buy the dip dès mardi ou dès lundi, ils se sont fait péter les dents. Et là, ils ont perdu 20 à 30% de capital tous. Donc, il faut bien faire attention. Et encore une fois, moi je vous dis, perdre 20 à 30% de capital, ça fait très 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 mal. Et si là-dessus vous ajoutez des erreurs de levier ou de trucs comme ça, ben vous êtes mort. Et il ne faut pas. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire attention et qu'il fallait bien prendre du recul. Donc, autrement dit, on a commencé l'analyse en disant 1 minute, 3 minutes, on pourrait éventuellement justifier quelques petites ventes contre tendance, etc. Pour en arriver au fait qu'au final, il faut regarder en mensuel et qu'en mensuel, il y a encore putain de place. D'accord ? Mais en mensuel, on est dans quel type de contexte, s'il vous plaît ? Je vous mets le graphique ou... Oui, ouais, je vais mettre le graphique. Donc, on fait son analyse mensuelle parce que c'est ça qui est important de comprendre. Ah bah non, là, moi, je ne suis pas d'accord. Celui qui me dit range sur le graphique mensuel, là, je suis absolument pas d'accord. Alors, pourquoi une fin de tendance haussière ? Il est où le pullback ? Alors, on pourrait éventuellement dire c'était là qu'il y avait une tendance haussière, ça c'est le pullback. Ça, je peux comprendre. Effectivement, ça, à la limite, je veux bien l'accepter. Pardon, je mets la souris encore une fois en pensant que vous avez mon graphique. Je vais juste mettre en log éventuellement, même si je déteste faire ce genre de conneries. Bon, effectivement, en log, ce serait pas trop bandant, hein. Ce serait même extrêmement flippant. Bon, après, moi je suis pas trop fan des analyses en graphe logarithmique, mais théoriquement ici en graphe logarithmique, on finirait un super cycle et on serait derrière dans une merde noire, hein. Mais voilà, si je mets effectivement dans ce truc-là, on voit bien les breakouts, la phase de tendance de 1977 à 2000. En 2000, les phases de pullback et l'excès final, Donald Trump, end of the game. Et derrière, on partirait théoriquement sur un S&P à 500. Mais vous imaginez le truc ? Le S&P à 500, ça vous paraît possible ? Est-ce que ça vous paraît rationnellement possible ? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette analyse ? C'est pas une question de trop de pognon injecté, c'est une question de taille de masse monétaire. Ça veut dire que si on doit ramener le S&P 500 de plus de 3500 points à 500, d'accord, ça veut dire que le dollar disparaît, les amis. C'est juste plus possible, quoi. Donc c'est pas. Alors je dis pas que c'est totalement irrationnel et que c'est impossible parce que rien n'est impossible. Mais là, la probabilité qu'on effondre le système financier dans son intégralité, vous aurez d'autres problèmes à gérer que le S&P à 500 $. Ok ? Donc par pur biais de marché, on ne peut pas partir sur ce biais-là. Donc, on va partir sur le biais d'une tendance haussière à maintenir, et dans ce cas-là, on ne fait pas un contexte en logarithmique, etc., et tout ça, et on va juste dire, pour l'instant, pas de fin du monde, et on analyse simplement ce qu'on a ici, d'accord ? C'est-à-dire formation d'un range et sortie haussière de ce range. Ok ? On va partir du principe que les actions sont en tendance haussière permanente de par l'augmentation des tailles de masse monétaire, l'augmentation du PIB, et voilà. Maintenant, si on va dans un marché en décroissance, en mode fin du monde et tout ça, je vous dis, vous aurez d'autres chats à fouetter et autre chose à foutre que d'aller trader. Donc, on va rester sur le cas où on reste dans une tendance haussière majeure et permanente sur les actions parce qu'on est dans un monde productiviste et en croissance et ainsi de suite. Okay ? Moi, je ne veux pas croire à ce délire de permabère, de machin, de décroissance et tout ça. Voilà. En tout cas, moi, ce modèle-là, je ne pense pas qu'il est à remettre en question. Ce qui est à remettre en question, c'est le fait qu'on a vendu à crédit les 30 prochaines années et que ça, effectivement, c'est peut-être un peu dangereux. Mais hormis ça, pas de raison. Donc, tendance haussière en mensuel. Okay ? Est-ce que ça se confirme d'un point de vue graphique, tendance haussière en mensuel ? Qu'est-ce que vous voyez en mensuel ? Okay, là, on est toujours, donc, on est toujours à l'intérieur du canal de tendance. Le canal de tendance est littéralement scotché au canal de contexte, qui est acheteur, haussier. Et on a un petit canal de tendance qui grind le contexte résistant. On est bien d'accord, c'est une tendance. C'est purement et simplement une tendance. Donc, on ferait suite à une accumulation entre 2000 et 2013, enfin entre 2000 et 2009, et
En gros, on fait un range plat 2000-2009 et on en ressort par le haut. Donc, le breakout se serait situé, on va dire, vers 2012-2013. On voit bien les cassures de cycle à ce moment-là. D'accord, c'est là où ça casse les cycles. On initie la tendance haussière. Bon, c'est pas très très propre et c'est un peu moumou au début, mais on casse bien à la fois les canaux de tendance et les canaux de contexte. Et les canaux de contexte. Voilà. Donc, théoriquement, c'est ici qu'on aura un breakout. Donc, la suite, c'est quoi? Après le breakout, c'est laquelle l'étape suivante? Attention, c'est un piège. Je sais que vous allez vous planter. Voilà. Tous direct dans le vent. Non, 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 non. Après un breakout, qu'est-ce qui se passe? Voilà, merci. Donc c'était le piège. Je savais que vous alliez tous me sortir pullback ou etc. Non. Ce qui se produit et l'étape que vous devez rechercher après le breakout, c'est le moment où le breakout perd de l'énergie. Le moment où on sent que le momentum commence à manquer un petit peu. Le moment où généralement on va avoir le fameux pullback qui suit. Donc ici, si on remet les chandeliers, parce que d'un point de vue canal de tendance ici, j'ai pas vraiment l'impression que ça freine. Si vous regardez le mensuel, j'ai pas l'impression que ça freine grave. Donc on remet les bougies ici pour voir. Et moi je dirais la phase où on aurait été divergent, c'est si on avait fait un sommet en juillet 2019 ou le sommet septembre-octobre 2018. Les sommets tout à fait normaux et techniques sur lesquels moi j'étais vendeur, et je ne le cache pas, tous ces prix-là je les ai vendus parce que j'étais dans mon cadre où pour moi on arrivait au topiche du marché et compagnie. Qu'est-ce qui a altéré donc les injections monétaires et tutti quanti et doubler des rachats d'actions? Ça a un peu foutu en l'air le pricing, mais ça se voit sur les graphiques mensuels. Pour moi, tout ce qui s'est produit depuis l'été dernier, c'est de la pure connerie. Et ça ne peut se justifier que par des injections monétaires massives. Donc on a altéré le pricing, et pas qu'un peu, mais pour moi, c'est pas parce qu'on a poussé comme des gros glands ici qu'on a sauvé le marché. Je pense qu'on est toujours dans le cas où on est en phase de divergence, et cette tentative de sauvetage me semble quand même un peu désespérée, et j'ai l'impression qu'on va se taper un pullback. Donc maintenant, pullback, c'est quoi? Les conditions de notre trading en pullback. Non, pas 38%. Non, non. Voilà. Minimum 23%. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'il y a pullback potentiel tant qu'on ne passe pas en dessous de 23%. Autrement dit, parfois il y a des pullbacks qui ne retraceront que 23% et des fois même un peu légèrement moins, mais c'est relativement rare. Et comme toujours, on ne cherche pas à cadrer 100% des marchés, mais une partie significative qui produit un ratio risque-rendement. Donc pour acheter un pullback, c'est minimum 23%. On traite toujours à proximité d'un des Fibos, donc soit du 23, soit du 38. On ne traite pas entre 23 et 38, d'accord? Ça va rarement au-delà de 38, c'est-à-dire il y a certains pullbacks qui vont retracer 50%, mais c'est plus rare, donc on ne va pas les prendre dans nos stratégies. Nous, on prend surtout 23 et 38 comme zone de résonance pour un pullback. On doit effectivement toucher 50% du contexte, de préférence y mettre des clôtures, mais là, je pense qu'on aura du mal. Ça me paraît quand même complexe ici, et je pense que ce qu'on risque de faire, c'est de la volatilité éventuellement sous ce niveau-là. Mais donc, en mensuel, dès qu'on revient chercher sous les 50% du contexte, qu'est-ce qui se passe? Si, admettons, on venait chercher le cluster où on a le Fibo 38 qui doit être vers 2004, et les 50% de contexte à peu près par là, qu'est-ce qui se passe dans cette zone-là? Oui, exactement. On sera dans un contexte de pullback, ce qui veut dire que si on a un range baissier mature en hebdo, c'est-à-dire 4 bornes de range en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on fait? On achète le pullback, tout simplement. Voilà. Donc, vous l'avez votre cadrage, et pourtant, c'est pas sorti du chapeau. C'est ce que je vous vends depuis un bon moment quand même, et je ne l'ai pas inventé non plus. Ce cadrage, je voulais que vous l'ayez toujours à l'esprit. On ne sait pas s'il va réellement se valider pour l'instant, mais le cadrage, quoi qu'il arrive dans ces tendances haussières mensuelles, c'est d'essayer de trouver une divergence. Visuellement là, on ne la voit pas, cette divergence, parce qu'elle a été soutenue par des injections monétaires.
Et si ça se trouve, c'est moi qui ai tort et les injections monétaires vont réussir à éviter le pullback et à le repousser dans le temps, c'est pas impossible. Et dans ce cas-là, les tendances haussières perdureront. Soit je ne me suis pas planté et ces injections monétaires n'ont servi qu'à retarder et fausser un peu la gestion du risque de la divergence, mais on va quand même se bouffer un pullback, ce qui veut dire au moins 23% de retracement, et ce qui veut dire qu'il y a encore de la baisse à faire, puisque théoriquement le 23% mensuel, il est à 2750. Et donc normalement, on devrait au moins attendre ce prix-là pour faire des achats. En sachant qu'un pullback casse toujours le canal de tendance. D'accord ? Le pullback doit casser le canal de tendance, donc normalement on doit casser le canal de tendance en mensuel, c'est-à-dire le canal de contexte hebdomadaire, donc je pense qu'il reste de la baisse à faire. Maintenant la question c'est est-ce qu'on peut vendre un contexte hebdomadaire orienté à l'achat? Est-ce qu'on peut vendre un contexte de daily toujours orienté à l'achat? Non, donc c'est plus le moment de chercher à vendre les rebonds, mais le moment de laisser filer des ventes pour voir si on arrive à casser ces canaux. Si on y arrive, évidemment, ce sera bon signe pour le scénario mensuel. Mais pour l'instant, le scénario mensuel, c'est un scénario spéculatif qu'on a pris en activité sur du daily et de l'hebdo parce qu'on a anticipé les renversements, parce qu'on avait des signaux. Autrement dit, si vous avez respecté ce cadre, c'est-à-dire avoir gardé à l'esprit toujours ce canal, ce contexte mensuel de pullback potentiel, malgré les excès d'injection monétaire et tout ça, que vous avez réussi à accepter de prendre le signal daily, même si je vous ai un peu forcé à le prendre, d'accord, si vous l'avez pris, que vous avez toujours cette vente aujourd'hui, et que vous n'en avez fait qu'un profit partiel inférieur à 50%. D'accord, ça fait beaucoup de si, hein, d'accord. C'est-à-dire, vous avez gardé en tête ce plan, vous n'avez jamais cédé psychologiquement, vous avez pris le trade vendeur, vous l'avez pris et vous l'avez tenu, vous n'avez pas vacillé quand on a atteint les premiers supports en début de semaine, parce que votre plan était de viser les zones hebdomadaires, et là, on est dans les zones hebdomadaires, vous avez fait vos prises de profit entre hier et aujourd'hui, et vous n'avez pas pris plus de 50% du trade. Maintenant, je repose la question, qui a fait ça? Ok, pas ok. C'est pas un jugement encore une fois et c'est pas pour dire moi je suis meilleur que vous et tout ça. J'ai juste plus d'expérience et c'est normal qu'il n'y ait pas grand monde qui ait réussi à le faire. Merde, c'est pas ici qu'il faut faire. C'est moi qui fais n'importe quoi. Ok et ok. Voilà. Donc moi j'enlève mon vote pour pas fausser. Oui, je sais, mais on va y venir après, Nano. Déjà, attendez, il y a 6 personnes, il y a plus de la moitié des gens là qui ont les trades. Alors le blanc, oui, je comprends, hein, encore une fois, si vous n'avez pas du tout suivi, pour moi, ceux qui n'ont pas suivi, c'est notre OK, hein, on est d'accord. C'est-à-dire que vous avez cédé à la première étape, c'est-à-dire vous êtes tellement fait lessiver par les acheteurs que vous avez choisi de ne pas vendre. Donc pour moi, c'est notre OK, hein, c'est pas blanc. Le vote blanc, là, tous ceux qui ont mis le vote blanc, vous allez sur notre OK. C'est juste de dire, il y avait un plan mensuel, on essayait de le traiter ensemble, et ce plan mensuel, vous avez tellement fait lessiver les neurones que vous avez choisi de ne pas le suivre. Et je peux le comprendre, on va décortiquer chaque psychologie après. Parce que quoi qu'il arrive, je savais que cette zone, elle serait piégeuse, soit parce que c'est moi qui allais avoir tort, et il aurait fallu expliquer pourquoi, chercher les signaux techniques, recadrer tout le bordel, et ainsi de suite. Voire laisser tomber, hein. Moi de toute façon je vous avais dit, si la zone mensuelle elle ne répondait pas, pour moi c'était la bulle, et au-dessus on était dans des contextes de marché que je ne veux pas trader, quoi. Voilà. Mais j'aurais fait mon mea culpa, c'est-à-dire que moi aussi j'aurais pu me tromper, bon là je ne me suis pas planté, il y en a plein d'entre vous qui se sont trompés sur leur gestion du risque, il y en a qui ont cédé, donc c'est pas grave, on va prendre tous les cas de figure les uns après les autres et traiter psychologiquement la chose que vous devez tirer de positif de tout ça. Il y a toujours du bon à prendre, même quand on fait des bêtises. L'essentiel, c'est quand on fait des bêtises, c'est de comprendre pourquoi on les a commises pour ne pas les reproduire. Donc déjà, les 8 qui ont mis OK, si vous avez vraiment toutes ces étapes, c'est-à-dire vous n'êtes pas laissé lessiver par les acheteurs, vous avez tenu bon le plan en mensuel, vous avez pris la vente et aujourd'hui vous avez toujours 50% de cette vente ouverte, je peux vous dire un truc, alors non seulement bravo, mais pire que ça, enfin là, moi je suis extrêmement flatté personnellement de tout ça. Je pensais qu'il n'y aurait pas plus de 2 ou 3 personnes qui répondraient oui. Alors j'espère que c'est honnête, hein. Encore une fois, on n'est pas là pour juger, je ne regarderai pas qui a répondu, je supprimerai ces questions pour laisser aucune trace. Pas de jugement, hein, d'accord. On n'est pas là pour faire le combat de quéquette, qui a réussi, pas réussi. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tiers des gens qui réussissent. À tenir jusque-là. Alors après, est-ce que vous êtes devenu millionnaire avec ça? Clairement non, je vous ai fait prendre qu'une vente. Donc le but ici, encore une fois, n'était pas de gagner un max de blé, mais simplement de voir qui tiendra le plan.
Et je pensais sincèrement qu'il n'y aurait pas grand monde. Donc je suis agréablement surpris et c'est cool, ça veut dire qu'il y en a qui écoutent. Mais j'aimerais aussi et surtout quand même qu'il y en ait un petit peu plus qui répondent. C'est-à-dire que là, il y en a plein qui participent même pas alors que vous êtes quasiment une centaine là. Donc j'aimerais voir une centaine de réponses. Alors j'imagine que du coup, tous ceux qui ne répondent pas font partie des notes OK. Donc moi, généralement, je tends à dire dans ces contextes-là, quand psychologiquement c'est extrêmement difficile à tenir, c'est pas un tiers des gens qui arrivent à s'en sortir. Normalement, c'est 10%. Voilà. Donc, si vous faites partie des 10% qui s'en sont sortis et qui sont toujours dedans, normalement, vous savez quoi faire, vous avez votre plan. D'accord. Donc, vous savez qu'il y avait une gestion du risque à faire en cette fin de semaine, au cas où on forme un range, mais que théoriquement, il nous reste quand même un peu de place pour viser un petit peu plus bas, au moins le 23% mensuel. Et après, on verra ce qu'on peut tirer en fonction du mois prochain. Puisqu'en mensuel, on met les scénarios à jour une fois par mois. Hein. Donc si on ouvre le scénario en mensuel, et pour moi c'est possible, puisqu'on a un signal mensuel qui va se clôturer ce soir, je pense, on ne sait pas, on n'y est pas encore à la clôture, mais s'il se clôture, bah, théoriquement, oui, ça veut dire que ces ventes, on peut au moins les tirer jusqu'au FIBO 23%. Voilà. Alors attendez, je lirai vos questions après, parce que là j'ai un peu du mal. Ok. Bon, si tu as pris 80% NHO, il n'y a pas de souci. Franchement, je peux tout à fait comprendre. C'était plus de dire, ceux qui ont tenu 50% de la position, ça me paraît bien. Parce que moi, je pense que ce soir, je vais prendre 25% de plus, c'est-à-dire couper la moitié de la position. Voilà. Donc, on sera, entre guillemets, dans le même schéma. Maintenant, on va essayer de revenir. Donc, pour arriver à cette réponse-là, quelles étaient les erreurs qu'il ne fallait pas commettre? Il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres qu'on va déverrouiller les unes après les autres. Quels étaient les pièges dans lesquels ceux qui ont toujours tenu ces positions ne sont pas tombés? Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Bon, respecter la stratégie, ça on est d'accord. Alors, pas mettre BE trop tôt, ça c'est pas un problème. Au contraire, c'était la meilleure des solutions pour tenir ces trades en psychologie. On va revenir après aux méthodes que je vous ai quand même données avant et depuis longtemps pour essayer de ne pas commettre les erreurs. Ok, donc de toute façon, tout ce que vous êtes en train de lister là, ce sont effectivement donc toutes les erreurs potentielles auxquelles je savais que vous alliez être confronté, que vous alliez être confronté si on avait ce genre de scénario qui se validait. Ok, ça, on est bien d'accord, c'est clair. Donc, les erreurs, maintenant on y rentre là-dedans, les erreurs que la plupart d'entre vous ont probablement commises, à plus ou moins grande échelle, c'est-à-dire il y en a qui ont commis qu'une seule de ces erreurs, il y en a qui en auront commis deux, il y en a qui auront empilé trois ou quatre de ces erreurs. Évidemment, plus vous empilez, plus le résultat est négatif. Maintenant, même un résultat très négatif, il y a quand même quelque chose à apprendre, et il y a, quoi qu'il arrive, dans ce scénario-là, un niveau de maîtrise psychologique qui est énorme. Donc je le dis et je le redis encore une fois, les 8 qui ont fait OK jusque-là, si vous avez réussi à faire ça sans vous arracher les cheveux, franchement bravo. Mais vraiment franchement bravo. Parce que là, vous pouvez vraiment vous congratuler. Voilà, on apprend souvent dans les marchés par l'erreur. Si vous n'avez pas commis les erreurs, c'est d'autant plus positif. Et il faut apprendre à vous récompenser pour ça. D'accord. Alors, c'est pas fini sur le scénario, mais il faut apprendre à vous récompenser. C'est-à-dire que psychologiquement, vous avez probablement subi les mêmes stress que les autres, mais vous les avez tenus. Donc, c'est bien. Après, j'ai tout fait pour essayer de vous accompagner là-dedans pour que vous ne soyez pas seul à subir la pression psycho. Donc, l'essentiel, c'est que ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble, même si c'est vous qui avez fait le sale boulot, hein, on est bien d'accord, c'est vous qui ressentez les émotions, c'est vous qui luttez contre ces émotions. Moi, je fais qu'essayer de vous supporter là-dedans pour que ce soit un petit peu moins lourd à supporter. Mais si vous l'avez fait, bravo. Donc, l'essentiel, c'est qu'en gros, si ça doit se reproduire, ce genre de contexte, sans moi, vous soyez capable de tenir également. D'accord. L'essentiel, c'est qu'entre guillemets, la prochaine fois, sans assistance, vous soyez capable de vous démerder tout seul dans des contextes comme ça. Ça, c'est la seule chose que vous devez tirer de positif pour ceux qui ont tenu. Parce que vous, vous avez déjà fait le plus dur, donc bravo à vous.
Mais par contre, la prochaine fois, il faut être capable de le faire sans que je vous dise de prendre une vente et sans que je vous dise de surtout pas TP, de surtout pas vous laisser impacter par les news, etc. D'accord ? Sans que je vous rappelle à l'ordre sur les erreurs qu'il ne faut pas commettre dans ces contextes-là. Ok ? Pourtant, je vous les ai rappelées, toutes ces erreurs, depuis le début de la semaine. Et c'est des erreurs que pourtant beaucoup d'entre vous ont commises. Et pourtant, on s'était mis d'accord dès le début de ce plan que si vous preniez ces trades, il fallait attendre les clôtures hebdomadaires. Donc, maintenant, on va revenir là-dessus. Première erreur qui a pu être commise, la plus large, celle que vous avez plus ou moins tous commise si vous avez répondu non, qui était, quoi qu'il en soit, on devait attendre les clôtures hebdomadaires pour faire quoi que ce soit. Ce qui veut dire que théoriquement, vous pouviez vraiment rien faire avant. Au moins hier, puisque hier, on a atteint quand même des contextes daily. Donc, hier, c'était le moment où on pouvait commencer à se dire, bon, quand même, voilà. C'est-à-dire anticiper un petit peu les scénarios de clôture hebdomadaire. Pour moi, avant hier, il n'y avait rien à faire à part regarder ce merdier se péter la gueule, minute après minute, jour après jour, et etc. Renforcer si on avait les couilles de le faire à court terme, et je vous ai donné 2 trades en pullback, moi j'en ai même raté un des 2. Donc voilà, c'est dire, c'est comme ça. Mais c'était tout ce qu'il y avait à faire. Essayer de choper les pullbacks, récupérer les gains, parce qu'encore une fois, il ne s'agissait pas de laisser filer les pullbacks, mais bien de shorter le pullback et d'encaisser sur l'excès final potentiel. Pas de sortir tout en bas. Hein, voilà. Les pullbacks ne sont pas des trades de renfort, ce sont des trades qui permettent de maximiser les gains. Voilà. Alors, donc ça c'était la première erreur. Scénario hebdomadaire, et on n'attend pas la clôture, et on se dit, ils vont me faire un V-bottom, ils vont me... Voilà. Bon, ça on vient, donc c'est l'erreur suivante. La psychologie qui craque. C'est-à-dire que on sait que ce contexte est compliqué, on le subit depuis plusieurs mois, on sait que c'est un range, et je vous ai fait l'émission, là en plus je ne pouvais pas faire mieux en termes de timing, vous avez eu l'émission hebdomadaire sur la psycho des ranges il y a 2 semaines. C'est-à-dire que là on a travaillé les ranges d'un point de vue technique, c'est-à-dire vous connaissez les éléments techniques qui vous permettent de spéculer dans les ranges. D'accord ? C'est dommage qu'on n'ait pas fait le pullback, qu'on n'ait pas fait le contexte de pullback, mais on va le faire. Là, la semaine prochaine, on va faire la tendance, et après, enfin les semaines prochaines, on fait la tendance, et après, on fera le pullback. Dans le même état d'esprit, toujours les 3 cycles là. Et voilà. Donc, on fera la psychologie du pullback mensuel, mais vous pouvez appliquer à défaut, entre guillemets, celle du range. Puisque le pullback, vous verrez quand on fera l'émission, ça reprend 80% de ce qu'on va voir, de ce qu'on a déjà vu dans les ranges, avec un petit sentiment tendanciel de fond en plus. En fait, le pullback, c'est un mélange entre tendance et range. Et on verra ça plus tard. On verra ça à un moment donné. Donc le principe, c'est que range daily ou range hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a dit dans les stratégies techniques ? On évite de se laisser niquer par le temps. Donc, on tient compte des canaux de tendance parce qu'on ne peut pas ignorer le temps, mais on n'oublie pas que le plus important, ça reste le ratio risque-rendement, c'est-à-dire les purs niveaux Fibonacci, que si vous ne filtrez pas avec des Fibos dans un range, vous allez vous faire péter les dents tout le temps, parce que le temps est une variable dans le range, et c'est une variable très pernicieuse. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre après dans la partie psychologique sur le range ? Sur la partie psychologique, on a dit qu'il y avait des erreurs à ne surtout pas commettre dans un range, ne pas se laisser emporter par un sentiment tendanciel. Celui qui va trader en tendance dans un range, il est mort. Celui qui a cru à la tendance haussière il y a 2 semaines, il est mort, de chez mort. De même que le mec qui croyait à la fin du monde en fin 2018, il était mort aussi s'il a tenu des ventes sur les supports. Voilà. Hein ? Donc, on est bien d'accord, maintenant que vous avez la vision globale de ce range, qui a eu tort, celui qui a vendu de manière irrationnelle fin 2018, il s'est complètement fait péter les dents celui-là, et celui qui a acheté de manière irrationnelle en début de cette année. Okay ? Donc le sentiment tendanciel dans un range, c'est l'échec assuré, et généralement ça coûte très cher. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'était quoi ? Partie psychologique, hein, on est bien d'accord. Donc, pas de sentiment tendanciel dans un range, puisque rappelez-vous, on tape toujours 2 vagues en haut, 2 vagues en bas, enfin souvent 2 vagues en haut, 2 vagues en bas, c'est-à-dire que dès qu'on a l'impression que la tendance se lance, qu'on croit qu'on est au milieu de la vague 3 et compagnie, la volatilité se réduit, les esprits s'échauffent et compagnie, et boum, d'un coup on repart dans l'autre sens, tout le monde réalise qu'il n'y aura pas 3 vagues de hausse, mais qu'on a bien fini la deuxième et qu'on va s'en taper 2 au sud, et évidemment tout le monde recadre son scénario. Donc un range, non ça c'est pour la partie technique nano.
Pour la partie psychologique, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire comme autre erreur? Donc, comme on l'a dit, ne pas se laisser influencer par les tendances. C'est-à-dire, vous allez voir tout un tas de glandouilles vous parler de tendance. Vous dire, mais elle arrête de lutter contre une tendance haussière, tout comme les mêmes glands fin 2018 vous disaient qu'il y avait une tendance baissière forte et qu'on allait vers un bear market. Et qu'est-ce que j'avais fait début 2019? J'ai acheté ce putain de marché. Voilà. Bon, après, j'ai pas eu les couilles de le tenir suffisamment loin parce que je pensais jamais qu'on arriverait à faire un truc pareil derrière, mais bon, voilà. Non! En psycho, dans un range, quelle est l'erreur qu'il ne faut pas commettre, en plus de celle de ne pas se laisser emporter par des sentiments tendanciels? Celle-là, elle est très importante quand même. Il faut que vous en souveniez. Et j'en voudrais au moins un qui me la trouve, celle-là. N'hésitez pas à dire de bêtises, hein. Encore une fois, c'est pas grave, je ne juge pas les gens qui trouvent les mauvaises réponses. Si on fait ça en direct, c'est pour que vous puissiez participer, les gars, hein. C'est vraiment pas juste ouvrir vos oreilles et vous nourrir de ce que je dis. Alors, oui, c'est une très très bonne erreur de psycho. Donc celle-là, on la garde bien parce que je vous la gardais pour après. Enfin, je la réservais pour un peu plus tard. Ne pas faire la girouette, évidemment, très bien. Non, il n'y a pas un live en vidéo, mais on regarde le graphique S&P 500 entre mensuel et hebdomadaire. Je ne peux pas vous faire de partage d'écran. On pourra le faire quand TradingView aura mis la fonctionnalité de stream en français. Pour l'instant, ils l'ont mis que pour les ricains, et je ne vais pas pourrir le flux américain avec du français, parce que sinon les modérateurs vont me tomber dessus et vont me taper dessus. De toute façon, tu peux regarder un graphique statique, hein, voilà. Alors, faire attention au gap, non. Moi, ce que j'attends comme réponse, j'attends une réponse précise. Donc, je vous avais dit, donc, ne pas prendre ses profits à 76%, c'est une autre erreur à ne pas commettre dans le range, on en parlera après, mais il y en a une autre. Ne pas se laisser emporter par le sentiment tendanciel, c'est-à-dire jamais se dire, bon, au final, il y a une tendance haussière, quand vous tradez un range, c'est le truc qu'il ne faut pas faire. Faire attention au gap, ce n'est pas la réponse que j'attends. Dans la partie psychologique, c'est-à-dire les choses qui peuvent impacter votre ne pas trader dans la dump zone, c'est très bien. On en reparlera aussi de celle-là, mais ce n'est pas la réponse que j'attends. Qu'est-ce qui peut impacter votre psychologie dans un range et auquel il ne faut surtout pas céder? C'est une erreur que beaucoup d'entre vous ont commise. Alors le temps, on l'a déjà dit, on ne traite pas les ranges matures, c'est pas ça que je veux vous entendre dire non plus. On parle de psychologie. Ne pas traiter les ranges matures, les cassures de canaux de tendance, les cassures de cycle, tout ça c'est la partie technique. Merci Pico. Voilà. On ne se laisse surtout pas influencer par les news. Et qu'est-ce que font tous les glands depuis lundi matin? Ils courent après le papier. Ils essaient de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça baisse autant, quelles sont les valeurs qui baissent, qui fait quoi, pourquoi, est-ce que c'est normal que ce soit volatile, est-ce qu'on a un crack, est-ce qu'on va avoir ceci, est-ce qu'on va avoir cela, pourquoi ça fait ci, pourquoi ça fait ça. Les mecs courent après l'info, d'accord? Donc ça baisse de manière irrationnelle, que font les gens? Ils vont essayer de rationaliser un truc irrationnel. Pourtant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Dézoomer ces putains de graphiques et trouver ces contextes qui permettent de cadrer le marché. Voilà. Donc, si vous vous êtes laissé balancer par l'information, donc coronavirus, machin, truc, bidule, chouette, mes couilles, eh ben, vous avez cédé à une règle de la gestion du range. On ne s'informe pas pendant le range. L'information doit rester secondaire et elle ne doit pas vous biaiser. Parce que l'information, vous allez voir, celle que vous voyez plus que la bonne. En réalité, la vraie bonne information, c'est très difficile de la voir parce qu'elle va être teintée par la personne qui vous la transmet. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Quoi qu'il arrive, c'est subconscient, vous n'en avez aucun, vous ne contrôlez pas ça, ni vous ni moi. On regarde les informations qui vont dans le sens de ce qu'on fait. Quand moi je voulais vendre l'année dernière, malgré moi et sans m'en rendre compte, je m'informais plus facilement chez des gens qui avaient des biais baissiers comme moi que chez des gens qui avaient des biais haussiers. Alors moi j'ai des règles qui font que je m'informe toujours chez les deux, mais l'année dernière je me suis laissé avoir et j'ai regardé un peu plus les gens baissiers, ce qui m'ont conforté dans mon idée et qui m'ont forcé à être un peu plus agressif et j'aurais pas dû. Voilà. Donc on ne se laisse pas influencer par l'information et on ne se laisse pas influencer par les autres traders.
C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe derrière? Vous aviez un plan, et après, parce qu'un autre vendeur de signal se met à faire ceci ou cela, parce qu'un tel que vous considérez comme un bon trader va sur Twitter et va vous dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, et vous laissez. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Pourquoi? Depuis quand on suit quelqu'un aveuglément? Euh, et pire, là, même si moi vous m'avez suivi aveuglément sur la vente, normalement vous l'avez fait avec un tout petit trade, et quand vous suivez un mec sur un trade, est-ce qu'on mélange avec la stratégie d'un autre gars? Voilà. Si vous avez suivi mon trade, vous suivez mon trade jusqu'au bout. Vous m'écoutez que moi jusqu'au bout. Vous n'allez pas commencer à gérer mon trade avec le blabla d'un autre mec sur le web. Sinon, ça ne fonctionne pas. On ne mélange pas. C'est le truc à ne surtout pas faire, de mélanger les informations. Parce que là encore, si vous avez une psychologie qui n'est pas mature, vous allez faire tout et n'importe quoi et vous allez trouver toutes les décisions rationnelles pour couper votre trade. Parce que vous allez dire, bon, ok, je suis rentré avec Phil, mais il y a tel trader quand même super bon sur Twitter qui me dit qu'il vaut mieux récupérer, qu'il vaut mieux se mettre à l'achat ou voir récupérer, ou voilà. Et vous allez faire quoi? Vous allez couper. Et au final, c'était quoi le délire? On avait un plan hebdomadaire, on a pris les risques en hebdo, on connaît les targets, et vous allez vous barrer 2 jours après parce qu'un tel mec qui vous paraît bon a fait l'inverse. Et pourtant, ces trucs-là, on les a travaillés ensemble il y a 2 semaines. C'est pas comme si on avait fait l'émission il y a 2 mois et que ce soit pas frais dans votre cerveau. Pourtant, ces règles, je vous les ai apprises il y a 2, 3 semaines et elles devraient être fraîches dans vos cerveaux. Et vous voyez que 2 semaines après, vous les avez déjà pas appliquées. Donc, c'est pas grave, mais on s'en fout. Voilà, elle est très bien ta réponse, Tsumagari. Ceux qui vont te dire la réaction du marché au coronavirus est irrationnelle et ne fait aucun sens, c'est effectivement la même chose que quand moi je faisais l'année dernière en disant ces injections monétaires sont absolument irrationnelles, pati patata. Voilà, je me suis laissé baiser et je vous l'ai dit ouvertement, je me suis fait niquer la gueule l'année dernière à cause de ces mêmes biais. Ah, je ne vais pas me faire niquer dans l'autre sens. J'en ai rien à branler que ce soit complètement stupide le coronavirus et tout ça, tout ça. Je ne regarde même pas l'info. Je regarde juste vite fait les courbes quand même d'évolution du virus, etc. Mais c'est pas parce que la courbe du virus va se redresser qu'on va remonter. Hein. Si vous vous dites ça, vous allez voir. Les mecs vont dire non mais attendez, la phase de hausse parabolique du coronavirus est enfin. Pourquoi les marchés continuent de baisser enfin? C'est pas normal. C'était normal qu'ils continuent de monter l'année dernière alors qu'il n'y avait plus rien du tout d'accommodant si ce n'était des futures promesses de ceci, de cela. Donc on s'en fout. On ne cherche pas à comprendre pourquoi. Voilà. Alors, maintenant, on revient sur l'autre erreur à ne pas commettre. Ça, c'est l'erreur que tous les expérimentés ont commise, évidemment, mais je savais que vous alliez tomber dedans. Donc, c'est les jaunes et les oranges. Je m'adresse à vous plus particulièrement ici. Normalement, les blancs et les verts, si vous avez commis ce genre d'erreur, l'erreur que vous avez commise, c'est de faire un truc que vous auriez jamais dû faire. D'accord? Donc, les trades en reverse, les trades contre la tendance. Il y a des jaunes et des oranges qui l'ont fait. Je le sais, et de toute façon, c'est ce que je vous apprends à faire. Donc évidemment, je sais que vous avez sauté droit dedans, et que de toute façon, le piège était tellement tentant que je ne peux pas vous en vouloir si vous êtes tombé dedans. Mais barre-toi, Case. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il n'y a plus rien à faire là. Prends des vacances. Euh, alors, le principe, d'accord? Boggles the mind, ok, ouais. On s'en fout. Bref, donc, non, mais bon, bref, allez, on revient là-dessus. Donc, les plus expérimentés, ou carrément donc les débutants qui se sont mis à jouer à Dieu et qui ont fait des reverse, donc qu'est-ce qui se passe dans la psychologie? Quelles sont les erreurs que vous avez commises? Si vous avez pris des trades en reverse, j'entends bien. Alors qu'encore une fois, techniquement, il y avait rien du tout qui vous a permis de prendre le moindre trade. On va revenir après sur les signaux, même à très court terme, parce que je peux comprendre que vous soyez allé à très court terme, même si encore une fois c'était la plus mauvaise des choses à faire, puisque normalement vous auriez dû voir que les contextes 15 minutes étaient complètement débiles. Qu'est-ce que vous étiez en train de me chercher des achats en 3 minutes là-dedans? Pourtant, il y en avait des endroits où on pouvait faire des achats contre tendance et extrêmement risqués, mais par contre, je vous avais donné des contextes à respecter pour prendre ces achats. Il n'y en a aucun qui s'est produit.
$8 900, mais sur quoi? Sur quel actif? Sur le Nasdaq, oui. Ok. Alors moi je vais faire que le S&P 500 là, comme ça on se mélange pas Donc qu'est-ce qu'on a fait en tout début d'émission? Je vous ai dit, on a commencé à essayer de chercher le time frame de référence. Et comment on a fait? On est parti du très court terme, où on a vu qu'il y avait peut-être des contextes exploitables avec peut-être quelques petits signaux d'achat, mais qu'est-ce qu'on a vu très vite? Que dès qu'on remonte un time frame au-dessus, on se rend compte que c'est complètement n'importe quoi. Et que c'est carrément excessif sur les time frames au-dessus, donc extrêmement dangereux d'essayer d'appliquer ces stratégies techniques à court terme. Dangereux, mais pas impossible si on a de l'expérience. Voilà, jusque-là, j'espère qu'on était tous d'accord là-dessus. Donc, les expérimenter, ok. Par contre, le premier réflexe que vous auriez dû avoir, et c'était pourtant une des règles que je vous ai données, si vous voulez faire de la contre-tendance, il n'y avait pas de souci, mais je vous ai donné une règle. Quelle était-elle? Alors, j'en ai pas donné qu'une, mais j'en ai donné une en particulier. On va voir si vous vous en souvenez, puisque vous ne l'avez évidemment pas respectée, je pense, pour la peine. Mais, qu'est-ce que tu fous là encore? Je fais que redire ce que je t'ai dit tout à l'heure, donc ça sert à rien. Tu as besoin d'entendre 2 fois la même chose. Tu vas réécouter la même chose, ça sert à rien. Non, la règle, c'était pas payer son. Non, non, la règle, c'était quoi qu'il arrive, si vous prenez quelconque achat que ce soit contre cette tendance pour faire de la gestion du risque agressive, ce que je vous force à faire quand vous êtes expérimenté, à prendre des risques, il y avait une règle, c'était ne surtout jamais vous retrouver exposé plus à l'achat qu'à la vente en swing. C'est-à-dire qu'il y avait une règle de gestion du risque supplémentaire que certains n'ont pas appliquée, qui était de dire si j'ai par exemple un lot à la vente en haut sur mon swing, je ne peux pas acheter plus d'un lot, quoi qu'il arrive. Et je ne peux à aucun moment me retrouver avec plus d'un lot à l'achat. En sachant que c'était un plafond de verre à ne pas atteindre. Et le mieux, c'était de ne même pas y être exposé à hauteur d'un lot acheteur. C'était de dire, tu veux optimiser ton rendement sur le mouvement baissier, éventuellement financer des ventes avec des petits achats contre tendance, ce qui est exactement ce que je vous apprends à faire dans une tendance, et qui est très pratique, et ce qui est très bien pour vraiment maximiser ses rendements dans une tendance, de ne pas avoir peur de temps en temps de hedger ses positions vendeuses avec quelques petits achats contre tendance pour pouvoir financer des reventes derrière. C'est très bien, et c'est comme ça qu'on arrive à maximiser ses rendements dans les tendances. Par contre, ici, c'était un contexte extrêmement excessif, je vous ai préparé à ces contextes, je vous ai donné des règles pour que vous y alliez en sachant que vous alliez probablement vous faire péter les dents. Moi je vous le dis, je n'ai pas pris un seul achat contre tendance, pas un seul. Mais j'ai rien dit parce que je savais que vous alliez le faire. Mais donc, c'est en cumulant des erreurs qu'on fait des grosses bêtises. C'est plein de petites bêtises qui sont enchaînées les unes après les autres. Si vous en avez commis qu'une, normalement, c'est pas grave, ça vous aura rien coûté. Si vous en avez commis 2, ça vous aura probablement coûté vos gains. Si vous en avez commis 3, vous allez probablement même finir en perte. Alors que pourtant, vous aviez un bon scénario, et etc. Les erreurs à ne pas commettre, c'est de ne pas mélanger ces trades à court terme avec les trades à moyen terme. C'est-à-dire que vos trades vendeurs, à aucun moment, vous ne pouviez les couper. On est bien d'accord. C'était des trades hebdo, donc normalement la gestion de ces trades hebdo, elle se faisait au minimum hier, voire aujourd'hui. Première règle que certains ont enfreint. Et je peux comprendre encore une fois, parce que quand on trade à court terme comme ça, contre la tendance, il y a un biais très rapide qui peut se mettre en place, qui revient à dire, je vois une opportunité d'achat en 3 minutes, donc ça pourrait me permettre de récupérer mon trade hebdomadaire aussi, et puis je revendrai mon trade hebdomadaire sur le petit pullback. Comme ça, je ne fais pas que prendre un hedge, je maximise réellement, et puis pourquoi tenir une vente si je sais que le marché va retracer un peu? Alors, donc ça, c'est ce qui se passe dans la tête. Okay, je le sais très bien. Vous croyez quoi? Que je ne l'ai pas fait dans le passé? Évidemment que je l'ai déjà fait. Je sais de quoi je vous parle, les gars. J'ai vécu la même chose que vous. Donc, quand tu fais ces trucs-là, quand dans ta tête, tu t'en viens à penser comme ça, à te dire, mon trade hebdomadaire, je vais le sortir parce que je sens qu'en 3 minutes, je vais avoir un petit pullback et du coup, je vais pouvoir revendre tout et voilà. Et ce sera plus rentable, etc. Bon, c'est pas rationnel, on est d'accord, ça respecte aucune des règles de la stratégie. Je ne vous apprends pas à trader comme ça. Donc, vous devez savoir que c'est pas rationnel. Il faut vous en rendre compte encore une fois, mais pour s'en rendre compte, il faut faire la bêtise. Donc maintenant que vous l'avez faite, rappelez-vous bien que quand vous pensez comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est un biais psychologique qui travaille, et c'est souvent le biais d'impatience, enfin c'est un mélange de biais d'impatience et d'incertitude. Puisque de toute façon, c'est toujours les deux mêmes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ça?
Donc déjà, se rendre compte du problème, mais pour s'en rendre compte, il faut avoir du recul. Pour avoir du recul, la plupart du temps, il faut avoir fait la boulette une première fois. Donc maintenant, vous aurez le recul la prochaine fois. Donc quand vous pensez comme ça, vous savez que le problème, c'est qu'il y a un énorme souci dans votre raisonnement, c'est que vous êtes en train de mélanger weekly et 3 minutes. Et ça n'a rien à voir. Tu peux pas. Alors, évidemment, si par exemple, tu as un trade hebdomadaire baissier et que tu as des gros signaux d'achat 4 heures, là, il faut t'inquiéter. Il y a un truc qui va pas, c'est que soit tu t'es trompé de contexte, soit que tu es dans un range, ou en tout cas, normalement, ces deux time frames ne sont pas supposés entrer en conflit. Mais 3 minutes et hebdomadaire, nom de Dieu, comment c'est possible de mélanger les deux? Tu ne peux pas gérer un trade hebdomadaire avec des signaux 3 minutes. Ça va pas. Voilà. C'est même pas de l'agressivité, là. C'est sauter 6 time frames. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est pas du tout rationnel. Et là, le processus de pensée qui est mis ici, on est tous passés par là. Ça arrivera à tout le monde. Mais il ne faut surtout pas céder à ces trucs-là. La seule façon de rationaliser, c'est de se dire waouh, attends, sur mon graphique de time frame, là, pour passer de 3 minutes à hebdomadaire, il faut quand même que je passe daily, 4 heures, horaire, 15 minutes. Et il s'en passe des choses sur ces time frames-là. Et ils étaient tous fortement irrationnels et surtout fortement baissiers. Donc, dans le moindre doute, il fallait juste vous dire fuck off. Voilà. Quelle était la deuxième erreur qui pouvait influer et accentuer encore plus dans ce phénomène-là? La peur de perdre ses gains. Bravo, évidemment. C'est exactement ça qui vous a fait vriller le neurone, c'est-à-dire que vous vous êtes mis à regarder des signaux 3 minutes, ces signaux 3 minutes ont fait rentrer le doute dans votre tête, et qu'est-ce qui catalyse le doute dans une erreur encore plus grotesque? Celle qui revient à couper sa vente et passer net acheteur, et là, boum, le carnage encore plus dans sa gueule, parce que au lieu de perdre vos gains, vous les perdez immédiatement, et en plus de ça, vous commencez à passer en négatif, ce qui fait que derrière la psychologie, elle vrille complet, et qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, bah, je me suis fait enfler sur ce truc-là, allez, je coupe cet achat parce qu'il n'est pas bon, parce que normalement à ce stade-là, vous savez encore couper vos pertes, mais qu'est-ce que vous allez faire derrière? Reprendre d'autres achats. Tout ça pourquoi? Parce qu'à la base, vous étiez gagnant, et puis vous n'avez pas respecté la stratégie, du coup vous essayez de rattraper le truc en cours de route, et comme il n'y a que des stratégies acheteuses qui sont proposées, vous allez dire à chaque fois, je vais prendre un petit achat pour pouvoir refinancer une vente après, mais la vente n'arrive jamais, il n'y a que des achats, et tu te retrouves en fin de semaine à avoir pris 6 achats alors que tu avais une stratégie vendeuse, et que tu as coupé ta vente au premier achat. Eh ouais. Et voilà, et tu finis ta semaine avec une perte, alors que pourtant, putain, t'avais la bonne stratégie, t'as vendu tout en haut, t'as les boules à plus en pouvoir, hein, parce que là, pour le coup, tu sais très bien avec le recul que ce que t'as fait, c'est de la merde, et au lieu de prendre le recul, non, tu vas continuer d'appuyer sur l'accélérateur, au lieu de te dire, ok, c'est bon, j'ai fait n'importe quoi, je prends le recul, tant pis, voilà. Mais par contre, j'essaie de progresser, de bien comprendre où j'ai merdé, et de ne pas recommencer la prochaine fois que ces stratégies-là se représenteront. Ok? Donc, toutes les erreurs, c'était la peur de perdre ses gains. D'accord? C'est-à-dire, ça, c'est celle-là qui va en général vous faire stopper la vente. Ok? Derrière ça, il peut y avoir effectivement le phénomène de rattrapage. C'est-à-dire qu'après avoir commis une mauvaise erreur, après avoir commis une mauvaise décision, vous allez en commettre d'autres et vous allez même vous en retrouver à essayer de justifier vous-même le fait que le marché est irrationnel. Alors que pourtant, ça fait un mois qu'on sait que ça va l'être. En tout cas, que si ça baisse, ça ne va pas être très construit. Donc, en réalité, vous le savez, pire que ça, vous vous y étiez préparé et vous avez quand même cédé à la panique. Ça arrive, ça rend schizo, mais par contre, là, je pense que vous avez bien progressé et celle-là, je pense que vous allez vous en souvenir. Donc, c'était le but de vous avoir fait, de vous avoir fait prendre cette vente. C'était fait exprès. Je suis très heureux que ce contexte soit proposé ici, non pas pour dire je suis trop fort, j'avais raison, mais parce que là, vous allez prendre du grade et tous. C'est-à-dire pas simplement ceux qui ont eu raison de tenir jusque-là, parce que eux, bravo, encore une fois, si vous pouvez apprendre par la réussite, c'est quand même vachement mieux que d'apprendre par la douleur, mais ceux qui ont pris la douleur, ça dépend donc des différents degrés de douleur. Si vous faites partie de ceux qui ont simplement coupé la vente et derrière ont respecté le scénario de ne pas chercher à courir après un truc quand on a pris une mauvaise décision, ou quand on a raté un trade, donc si vous avez coupé la vente un peu trop tôt et que vous n'avez pas pris d'achat derrière, ça veut dire que sur les 3 erreurs, sur les 3 sources d'erreurs qui étaient ici, vous n'en avez commis qu'une seule. Et vous avez réussi à ne pas faire de bêtises derrière, ce qui est déjà pas plus mal. C'est-à-dire que vous avez perdu vos gains, enfin vous avez réduit vos gains, mais vous avez un gain quand même. C'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure, une erreur égale gain minimisé, mais pas de perte. Si vous avez commis 2 erreurs, c'est-à-dire dès les premiers signaux d'achat, c'était à peu près mardi en fin de journée, d'accord? C'est le premier moment où la stratégie pouvait proposer des signaux contre-tendance.
Je vais vous dire précisément, on l'a vu ce matin tout à l'heure, je ne me souviens plus, mais c'était, je crois, le 25. Voilà, en 3 minutes, le 25 à 17 heures. C'est le seul moment où, d'ailleurs, je vous avais donné le trade en pullback le matin, et le but c'était de prendre le trade en pullback et de récupérer les gains donc dans cette zone-là, vers les 3002. Et à ce moment-là, des premiers signaux acheteurs arrivent carrément. Donc des signaux acheteurs, des exits en 3 minutes, tout ce qu'il faut pour un accès final. Donc un trade potentiel en reverse. Donc c'est le premier moment où vous pouviez commencer à vous dire, comme on l'a dit tout à l'heure, ah, j'ai des signaux acheteurs en 3 minutes, est-ce que je ne couperai pas ma vente hebdomadaire parce que je sens qu'ils vont me coller un V-bottom, parce qu'ils nous ont rincé la gueule depuis 3 mois et qu'ils vont continuer. Alors qu'encore une fois, on savait très bien qu'il suffirait d'une fois pour leur baiser la gueule, qu'il suffirait qu'ils se ratent une fois et on enfoncerait tout. C'est exactement ce qui s'est produit d'ailleurs. Donc, vous le saviez, mais sur le coup, le stress supplante le truc, vous avez un gros shoot d'adrénaline, vous avez l'impression qu'il faut réagir vite parce que ça va V-bottom et que dans 10 minutes on sera de nouveau à 3003, et vous commencez à faire bouillonner la machine là-haut, et puis ça part en couille, et puis hop, allez, ça y est, vous décidez, c'est comme ça, je coupe. Et voilà, et vous coupez la vente, et derrière, une fois qu'elle est coupée cette vente, bah, vous ne pouvez plus la reprendre, on est bien d'accord, parce que psychologiquement parlant, revendre un marché qui baisse, ça ne vous plaît pas. Donc, bah, qu'est-ce qu'il fait? Une erreur, et derrière, si vous avez l'intelligence de ne pas en commettre une deuxième, c'est bien. Et sinon, bah, c'est la porte ouverte à se dire, ok, donc je ne peux plus vendre, par contre, je vais essayer d'acheter pour prendre des petits gains et revendre dès que j'aurai un scénario vendeur qui va se proposer. Et en fait, ça, qu'est-ce qui s'est passé dans les marchés? Pourquoi on a baissé comme des gros cons comme ça là? Parce que c'est exactement cette psychologie qui a mis en place. C'est-à-dire que là, il y a plein de gens qui se sont mis à acheter. Qu'est-ce qui se passe derrière? Dès qu'on revient tester le canal de tendance, ceux qui sont malins se rendent compte qu'il faut se barrer de là. Donc regardez tous les prix qui ont été revendus derrière. Quand je vous dis le signal d'achat de 17h20 le 25 février, regardez ce qu'on fait 2 jours après. Ce qu'on fait le lendemain, pardon. Le lendemain, hop, on vient le chercher, signal de vente. C'est-à-dire ceux qui se sont fait coincer sur ce prix à J-1 se sont barrés et remis dans le sens vendeur le jour suivant. Donc vous aviez la possibilité de vous en sortir. Mais quelle est l'erreur ici que commettra une personne qui a commencé à passer à l'achat mardi à 17h15? Elle a tort, mais elle va se maintenir dans l'erreur et dire bon, c'est pas grave, alors qu'objectivement parlant, tu en veux des signaux vendeurs en 3 minutes, il y en avait le lendemain sur la même zone de prix. Et c'est le moment où en fait, non, c'est pas un déni des pertes. Là, ça n'a rien à voir avec le déni de la perte. L'erreur que vous commettez ici, c'est ce que j'appelle la girouette. C'est que tu sais objectivement que tu veux vendre ce marché. Tu te mets à regarder les petits time frames, tu prends un achat, tu coupes ta vente. Donc déjà, là, tu as déjà commis 2 erreurs sur les 3. Et la troisième erreur qu'on peut ajouter à ça, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'après, tu arrives à t'auto-persuader qu'il vaut mieux passer acheteur pour revendre plus haut. Alors qu'en réalité, les signaux de vente 3 minutes ici suffisent largement. C'est-à-dire qu'après, tu arrives à toi-même te convaincre qu'il faut se passer dans l'autre sens. Et d'un scénario vendeur, tu passes à un scénario acheteur, et tu te mets à acheter. Et quand tu fais ça, bah c'est l'enfer, parce que on s'est fait lessiver par les acheteurs pendant 3 mois, tellement, enfin même plus de 3 mois, j'ai envie de dire, pendant quasiment 1 an l'année dernière. Même moi, j'ai craqué dans ma tronche et j'ai pris 3 semaines de off-market parce que j'arrivais plus à tenir la psycho. Donc c'est te dire comme c'est hardcore quand même, hein, prendre un trader pro et lui lessiver les neurones au point qu'il en aimera le cul de regarder les marchés tous les jours. Et l'erreur que tu commets derrière, c'est que tu t'es fait lessiver pendant 1 an, et qu'est-ce qui se passe quand enfin c'est ton tour? Tu te mets à aller dans l'autre sens. Psychologiquement, c'est l'enfer. Parce que tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne serai jamais dans le bon sens, en fait. C'est jamais possible, en fait. Quand je me fais lessiver dans un sens, j'y arrive pas. Puis quand c'est enfin mon sens, je me m'auto-lessive dans l'autre sens, et compagnie. Donc dans ta tête, après, qu'est-ce qui se passe? Tu es complètement mort. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Non, rien à voir avec ça, les gars. Mais non, pourquoi on arrête? Non, on n'arrête pas. On prend un peu de recul, ça oui, c'est clair. On prend des vacances, on se prend une bonne semaine off-market. Normalement, là, un expérimenté, quoi qu'il arrive, il ne peut pas être ruiné. Hein. Qu'on est bien d'accord, les seuls gens là qui ont pu faire un peu de contre-tendance, parce qu'ils sont expérimentés et que ils ont juste fait des bêtises,
et ça arrive, ils ne sont pas encore matures, ces gens-là, on est bien d'accord. Enfin, ils sont matures dans la progression psychologique du trading, ils ont fait 90% du boulot, mais il reste les 10% restants qui sont les plus difficiles et qui sont sans fin. On n'est jamais parfait en trading. Voilà. Mais normalement, ces gens-là, ils savent maîtriser les pertes, donc il n'y a pas de souci. C'est de dire, ils ont pris une bonne perte alors que ça aurait dû être un beau gain, mais ils ont réussi à transformer un scénario en beau gain, en un scénario d'abord où on perd une partie de ses gains, puis carrément on arrive à zéro, puis on met en place des psychologies complètement pernicieuses qui rendent le biais négatif, et carrément tu passes d'un gain à une perte. Voilà, c'est dans ce cas-là. Mais normalement, cette perte-là, les gens qui sont orange et jaune, ils n'ont pas perdu 40% du capital normalement, c'est pas possible. Ou alors là, c'est qu'il y a vraiment des grosses erreurs et il faut qu'on en discute, d'accord. Et encore une fois, si je fais bien cet appel-là, d'accord, c'est pas de dire j'encourage la perte et tout ça, mais si jamais vous êtes dans ces cas de figure-là, il n'y a qu'une seule chose à faire. Déjà d'une, c'est d'en parler. Bien d'accord, les problèmes, il faut les résoudre. Il y a différents degrés de persistance dans le problème. Et oui, il y a un niveau où le problème est tel où il faudra probablement arrêter le trading. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Après, encore une fois, il vaut mieux avouer une faute et retourner dans le bon sens que de persister à continuer à cramer son capital. Maintenant, je ne pense pas que ce soit le cas ici. Mais voilà, si vous avez perdu entre 5 et 10 à 15% de capital ici, selon l'intensité de la violence acheteuse que vous avez pu mettre dans le marché, c'est normal, voilà, on n'est pas dans le hors norme. Simplement, c'est quand même vachement con de dire j'aurais pu prendre 15% de gain et je me retrouve à perdre 10%. C'est quand même la méga loose, parce qu'en gros, dans ta tête, tu vas vivre ça comme un drawdown de 25%, parce que tu perds 15% de gain et tu prends 10% de perte. Donc dans ta tête, tu vas cumuler les deux. Donc j'aime autant te dire que d'un point de vue émotionnel, c'est énorme. Dans la tête, faire un truc pareil, c'est double sentence. Donc, c'est pas grave, mais la double sentence, ça veut dire impact émotionnel, ça veut dire qu'il faut prendre un peu de recul. Donc, ceux qui ont fait le scénario en gain transformé en scénario en perte, c'est une semaine de vacances et on recadre son scénario. C'est-à-dire qu'on sait que son scénario, c'est de l'hebdo mensuel, donc on reprend ses zones hebdomadaires mensuelles, on met 2 alertes sur les prix qui sont intéressants en hebdo et en mensuel, et on ne touche plus les graphiques de toute façon pendant au moins une semaine. D'accord ? Ça veut dire on se retrouve pas lundi là, mais lundi suivant au minimum, et on a 2 alertes de prix en attendant, et ce sont les 2 seules conditions pour lesquelles on peut regarder un graphique. Ces 2 alertes de prix, ce sont les bornes Fibonacci en hebdomadaire. Et c'est tout. Quand je parle de bornes Fibo, je parle du Fibo 23 et du Fibo 76. Tant qu'on ne vient pas en chercher un des deux, on ne touche pas. On serait actuellement dans la dumb zone hebdomadaire, ce n'est pas le moment d'aller reprendre du risque si vous vous êtes fait lessiver les neurones pendant la dernière semaine. D'accord ? Prenez un peu de recul, on digère, on fait autre chose, on sort un peu, on va au ciné. Voilà, la vie, c'est plus important que le trading. Et on se remet au trading, tranquille après, droit dans ses bottes, et la prochaine fois que ce genre de bêtises arrive, cette fois, vous aurez le recul pour ne pas commettre les conneries. Voilà. Ok ? Donc ça, c'est pour le cas de figure le pire. L'intermédiaire, celui qui a donc pris les TP sur ses ventes en début de semaine et qui a fait 1 ou 2 petits achats avant de se dire putain j'ai perdu tous mes gains, fuck off, allez vous faire enculer les ricains, je trade plus. D'accord ? Ça c'est pas grave, c'est la gestion intermédiaire, c'est de dire vous avez commis 2 erreurs. La première c'est de couper la vente, la prochaine fois vous le ferez pas. La deuxième c'est de passer net acheteur dans un marché alors que vous aviez un scénario vendeur, et ça c'est une autre erreur que vous commettrez plus jamais non plus. Donc normalement, voilà, l'avantage c'est que vous aurez appris à maîtriser 2 erreurs que vous ne reproduirez plus jamais. Et normalement, si vous arrivez à contrôler dans le temps ces 2 erreurs, ça doit contrôler également la troisième, qui revient à s'acharner à l'envers de votre scénario initial. Ça arrive, hein, ça arrivera à tout le monde de le faire une fois dans sa vie. Le mieux, c'est que ça peut très bien ne pas vous arriver, et le pire, c'est quand les 3 vous arrivent d'un coup. Hein, c'est-à-dire quand la chaîne d'enfer se met en place et qui vous tire vers le bas. Voilà. C'est-à-dire que là, chaque décision que vous allez prendre, elle est motivée par des désirs qui sont complètement irrationnels, des sensations qui sont irrationnelles, et au final, ça ne peut pas produire quelque chose de bien. Voilà. Et ceux qui ont juste coupé les ventes, c'est pas très grave. La leçon que vous avez à en tirer, c'est que si vous aviez tenu derrière, effectivement, vous auriez résisté à des biais psychologiques qui sont très, très communs. Hein. Encore une fois, c'est normal que vous ayez lâché l'affaire. Le contexte était carrément fait pour, on ne va pas se leurrer, hein, d'accord ? Tout était prédisposé pour que vous ne teniez pas. Donc si vous ne tenez pas, j'en attendais pas plus ni moins de vous. Voilà. Mais ce que j'attendais de vous, c'est que vous le fassiez et que vous essayiez de tenir le plus longtemps possible. C'est-à-dire ceux qui ont craqué mardi,
ah, il y a quand même encore beaucoup de boulot. C'est-à-dire que vous n'êtes clairement pas encore mature, vous tomberez probablement encore quelques fois dans ces pièges, mais j'espère que celle-là, elle vous marquera pour essayer d'être plus réactif sur les suivantes. Mais vous n'êtes probablement pas baptisé encore si vous avez cédé dès mardi. Voilà. Si vous avez tenu mardi, c'est-à-dire mardi, vous êtes dit ah je fais qu'un petit TP partiel, d'accord? Je sais que c'est comme ça que vous avez fait parce que je ne suis pas débile, encore une fois, je l'ai déjà fait. Donc ceux qui ont fait un TP partiel mardi, c'est-à-dire qui n'ont pas pu résister au fait de dire bon, Phil fait des TP sur le pullback, allez, je vais encaisser un peu parce que j'ai peur que ça remonte, hein, toujours les mêmes processus irrationnels, mais vous y apportez une réponse qui est plus teintée, d'accord? C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de dire bon, j'ai peur, je sors tout, mais vous vous dites bon, j'ai un peu peur quand même, je prends au moins 25-50%. Donc ça, la première erreur, c'est qu'est-ce qui vous invitait à prendre 25-50% sur un trade hebdo? Rien du tout, on était mardi. Donc là, vous avez toujours la même erreur, hein, on revient là-dessus. Celle-là, il ne faut pas la faire. Il n'y a même pas de 25 ou de 50% à prendre là-dessus. Cette zone, elle est inintéressante pour le trade hebdomadaire. Par contre, elle était intéressante pour les trades en pullback. Et pourtant, si vous regardez bien les notifs, je vous l'avais bien précisé, cette zone-là, elle ne concerne que les gens qui ont le trade en pullback. Et je vous l'ai écrit noir sur blanc parce que je savais que vous alliez faire les boulettes. Et vous les avez faites quand même. Bon, c'est pas grave, ok? Mais celle-là, vous ne la reproduisez pas la prochaine fois. Un trade, il a sa gestion du risque et on ne l'altère pas avec les time frames inférieurs. Et pourtant, c'est souvent très tentant. Ok? Et alors après, la deuxième zone sur laquelle vous auriez pu trouver des gestions du risque et la deuxième source d'erreur, je pense, et je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent être dans ce cas-là, moins nombreux à mon avis, mais quand même, c'est quand on a eu les signaux horaires là hier. Donc c'était hier, même moi, hein, du coup j'ai fait la gestion du risque à 3050 et des poussières là. On arrivait sur les zones Fibo 76 en daily. Voilà. Donc le Fibo 76 en daily, de mémoire, il était vers 3000. Voilà. Il est vers... Non, en 4 heures du coup. Donc le Fibo 76 en 4 heures, il était à 3000, je ne sais plus combien. Voilà, à 3000 tout pile. Voilà. Donc moi, c'est sur cette zone-là que j'ai voulu traiter. Putain, j'ai vu la zone de 3000 testée, j'ai vu des signaux horaires, je me suis dit, ah non, putain, faut faire quelque chose. Je ne vais pas attendre vendredi. On est jeudi, je sais que je dois attendre vendredi, mais je vais quand même agir. Donc je me suis dit hier, ok, je prends 25%, on va sécuriser un peu le truc, au cas où ça rebondisse sur le Fibo 76. Ce qui n'est pas impossible, mais j'ai attendu ma borne de range. C'était un de mes objectifs. Cette semaine, si vous avez suivi le plan, entre guillemets, c'était vendez tous ces putains de rebonds tout le début de la semaine, autant que possible. Une fois qu'on avait atteint les 3100, je l'ai dit interdit de vendre, on passe dans la partie basse, et on commence à surveiller éventuellement les signaux de TP à partir de 3000. Bon, moi du coup j'y suis allé un petit peu vite avec un premier TP de 25% hier, et ce soir je vais très probablement déclencher à nouveau 25 et sortir 50% de la position. Mais le reste de la position, je la garde over week et je la garde over month. Voilà. Alors, on fait une dernière conclusion. Après, je prends toutes vos questions parce que là, j'ai fait quand même un peu un cours magistral d'une heure, et même 1 heure et quart. Et je ne veux pas que ça dure 3 plombes non plus. Alors, maintenant qu'on a vu la psycho du trading range, je peux aviser les éditeurs de la smart money dans cette configuration. T'en penses quoi de leur réaction? Un peu de volume sorti. Alors, je vais te dire direct ce que j'en pense. Alors, c'est même pas j'en pense, je sais plus ou moins qu'ils ont fait ça. C'est ce que je vous avais déjà dit. Pour moi, la smart money, ils avaient déjà scellé leur sort depuis très longtemps. C'est-à-dire que ça fait à peu près 2 ans qu'ils sont en train de liquider une partie des positions acheteuses sur les hauts de range. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait des nouveaux sommets historiques, par exemple à la mi-2018, là, pof, ils vendaient à ces zones-là, avec les glands qui achetaient en haut. On l'a bien vu, les volumes ETF exploser et les prix freiner. Donc quant à ça, tu sais qu'il y a des vendeurs en face. Donc la smart money, elle vendait, mais elle ne vend pas le marché à découvert, la smart money. Elle réduit son exposition aux actions. D'accord? Il faut bien que tu réfléchisses comme ça. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, la smart money, là, dernièrement? Bah, pareil, elle liquidait un peu tous les jours, un tout petit peu. Les volumes étaient insignifiants parce qu'il n'y avait que des particuliers qui achetaient en face. Donc les particuliers, il ne faut pas leur mettre une grosse tatane. Pour moi, la smart money, elle attendait simplement qu'il y ait un truc qui se passe et que la volatilité revienne. Et elle distillait un tout petit peu au jour le jour. Allez, aujourd'hui, on peut vendre un peu de ci, un peu de ça. Mais ils en gardent de toute façon. Ils restent toujours net acheteurs des actions, la smart money. Mais ils font de la gestion du risque. Ils récupèrent des profits pour racheter plus bas. Voilà. Moi, aujourd'hui, je les imagine bien en train de dire, bon, bah, il y avait une partie du portefeuille où on attendait le signal de vente pour vendre. Bon, là, autant te dire qu'ils ont vendu. Hein. Mais maintenant, bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils ont du cash. Ils vont le foutre un peu où ils peuvent. Un peu à droite, à gauche, un peu de couverture, un peu de ceci, un peu de cela. Puis quand les prix seront intéressants, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils vont racheter les pertes des autres.
Oui, oui. Oui, oui. Pour moi, ça va être un des moves les plus classiques à faire. C'est de dire maintenant que les gens vont se mettre à paniquer et qu'ils vont se mettre à acheter du gold, à tous les coups, la smart money en détient une bonne partie, comme moi je le fais depuis 2 ans. Qu'est-ce qui va se passer? On va vendre le gold, on va acheter des actions. Quand les gens ils vont être complètement fous à se jeter la tête par les fenêtres et à dire oh mon Dieu, il faut tout vendre, voilà, c'est n'importe quoi, fin du capitalisme et tutti quanti. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont acheter du gold, ils vont acheter mon gold que j'ai acheté 40% moins cher il n'y a pas longtemps. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ils vont me vendre leurs actions 40% moins cher que ce qu'ils les ont achetées il y a quelques semaines. Voilà, qu'est-ce que tu veux y faire? Moi, après, je sais pas, comme je dis, moi, c'est pas un beau métier, la spéculation en soi. Mais ça revient à dire, oui, parfois, il y a des gens qui font des bêtises et on va prendre leur pognon. Et après, moi, j'ai forcé personne. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mon métier, c'est d'essayer de vous apprendre à pas vous faire niquer la gueule. Donc après, oui, c'est spéculatif, oui, c'est con, et j'y peux rien s'il y a des cons qui tombent dedans à chaque fois. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est forcément ça le scénario? Tu comprendras que j'en sais rien. Mais ça me paraît pas totalement illogique. Voilà, le scénario, ça va être baisse des actions, hausse du gold. Dans une semaine, ils achètent tous du gold, on le vend et on achète des actions. Voilà. Bon, je sais pas, mais c'est de dire, moi pour l'instant, j'ai pas peur. Je pense pas que ce soit le moment d'acheter, justement parce que c'est le moment où l'information commence à se saisir de la chose, donc c'est le moment où ça va vraiment devenir irrationnel. Je pense que la semaine prochaine, on peut enquiller moins 15 de plus sans aucun problème, hein. Tout comme on peut remonter. En fait, j'en sais rien. Pour moi, on est dans la dumb zone. Je sais pas comment on va réagir ici. C'est-à-dire que soit on va chercher de la volatilité baissière hebdomadaire, mais de la vraie, hein, c'est-à-dire qu'on va aller plus bas, chercher les supports hebdo, ce dont je vous parlais, hein, donc c'est beaucoup plus bas, hein. Ou alors on va neutraliser un peu dans la dumb zone et prendre un peu de recul, c'est-à-dire attendre de voir comment réagissent les banques centrales, comment réagissent les gouvernements, comment évolue réellement le coronavirus sur sa propagation en Europe, etc. Voilà. On peut prendre du recul. Dans la dumb zone, c'est la zone parfaite pour prendre du recul. Mais si on veut passer en mode panique pour vraiment foutre une grosse sanction à tout le monde, je te préviens, lundi matin, on peut faire moins 15 direct. On peut se faire un Black Monday, enfin un Bloody Monday, on se fait un truc à la 1987, tout le monde devient ouf et derrière c'est fini. Et moi, mardi, j'ai mes achats swing et on n'en parle plus, hein. Arrêtez avec ces trucs-là. Normalement, ceci devrait faire cela, on s'en fout. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, pour quelles raisons, et ne pas changer. Voilà. Je sais, regardez, franchement, la seule leçon que je peux vous donner, c'est, j'aime pas vous dire, il faut faire comme moi, c'est moi le Dieu, suivez-moi comme un gourou et compagnie, mais c'était de vous dire, quelle est la seule chose que moi j'ai faite qu'aucun d'entre vous n'a faite, ou en tout cas, très peu d'entre vous auraient fait naturellement, sans que je vous aide et que je vous assiste à le faire. Et en fait, cette seule réponse, elle vous montrera la différence avec un trader qui a de l'expérience et un trader qui en a moins. C'est de simplement tenir ses plans. J'ai un putain de plan de trading depuis 2 ans. 2 ans, hein. J'en ai jamais bougé. Mon plan, c'est un range. C'est-à-dire que je vends quand ça déborde, j'achète quand ça déborde. Je ne trouve pas le sommet et je ne trouve pas forcément le creux. Mais j'applique ce putain de plan. Et vous, il y en a plein qui n'arrivaient pas à le faire parce que vous vous laissez niquer par quoi? Les fameux biais du range dont on a parlé. Quand on est sous la résistance, vous avez peur qu'il y ait une tendance haussière qui se mette en place. Donc, vous annulez le plan alors que c'est là où il faudrait l'activer. Quand on est en bas, vous écoutez le mec de machin qui vous dit que c'est la fin du monde, qu'il peut y avoir des risques crédits, puis que ça peut baisser de 20% de plus. Donc vous vous dites, bon, bah allez, du coup, je passe pas acheteur, alors qu'au final, il faut passer acheteur. C'est ça le problème. C'est qu'il faut avoir un plan et s'y tenir. Et que dans le marché, c'est très difficile de tenir un plan. Parce qu'il y a énormément de choses qui vont vous influer en erreur, soit parce que vous allez regarder des signaux techniques de court terme, comme là on l'a fait pour certains, soit parce que vous allez vous laisser influencer par une mauvaise décision qui va en conditionner d'autres, et vous allez commencer à empiler les mauvaises décisions, et donc à transformer éventuellement un scénario acheteur en un scénario entre un scénario gagnant qui va devenir un scénario perdant, donc double peine psychologiquement parlant, où la seule bonne réaction à avoir, c'est de s'arrêter à un moment donné et de dire ok, là j'ai fait n'importe quoi, mais j'ai compris pourquoi et je vais reprendre le boulot dans une semaine en revenant droit dans mes bottes et en faisant mon boulot. Et ça, il faut le faire. Tout le monde y est passé par là. Tous les traders pros ont eu cette phase où ils ont fait cette bêtise-là, transformer un magnifique gain en une grosse perte, et du coup prendre la double peine. Et les seuls qui arrivent à devenir réellement traders à terme sont ceux qui arrivent à prendre ce recul, de dire ok stop, je fais une pause pendant une semaine, je me remets en selle et je reprendrai le boulot comme avant après.
C'est comme ça que les gens progressent. Vous croyez quoi? Franchement, vous croyez que ça m'est tombé du ciel comme ça et que je suis plus malin que les autres et plus intelligent? Toutes ces conneries, je les ai faites. Toutes. Toutes, toutes, toutes. Simplement, je les ai faites il y a longtemps et aujourd'hui, je les détecte beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que je sais les conneries que vous allez faire, parce que je me souviens de ce que je faisais à l'époque. Je les ai faites, ces conneries, de transformer un gain en perte, de m'acharner à me mettre à acheter un marché alors que je voulais le vendre. Enfin, t'es là, tu fais, mais pourquoi? Euh, Quand je me suis bouffé au début les kiwis et compagnie, je voulais acheter, hein, mais au bout d'un moment, je trouvais que ça devenait trop acheteur et trop machin, et je me mettais à chercher des ventes pour optimiser des entrées acheteuses et compagnie. Allez, boum, je me suis pris des grosses carottes dans le capital et j'ai fait, bon, bah ok, au final, tu voulais acheter, tu t'es mis à vendre, tu as pris des pertes, bravo, au final, si tu avais juste acheté, ça se serait bien passé. Voilà. Donc, je les ai fait, tous ces trucs-là, dans des contextes un peu différents, c'est-à-dire que vous les vivez avec un catalyseur quand même, voilà, enfin, la volade que vous avez aujourd'hui, c'est pas la volade que j'avais à l'époque des QI, mais c'est à peu près ça. Voilà. C'est la même psychologie qui se trouve derrière. Des contextes un peu différents, mais c'est les mêmes biais psychologiques qui sont au travail. Allez, maintenant je prends vos questions. On se fait une petite demi-heure de questions grand max, mais je veux pas que l'émission dure plus d'une heure encore, enfin dure plus que ça. Et pour ceux qui ont des cas spécifiques, voilà, on fait comme ça. Oui, oui, et de toute façon, le plus important, c'était de ne pas trop s'exposer dans tous les cas, hein. Ça, de toute façon, normalement, vous devez avoir les réflexes, hein, enfin, j'espère, encore une fois. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous savez que quand vous jouez comme ça reste des trades spéculatifs, c'est toujours maximum 2% de risque par trade. Et là, vu la volatilité, c'était même plus malin d'en mettre que 1, hein, voilà. Après, si vous ne savez pas gérer vos tailles de position, il faut travailler là-dessus encore une fois. Le biais d'avidité, il est très dangereux quand on est en formation. Quand vous vous formez, vous n'êtes pas là pour gagner de l'argent. Quand vous vous formez, vous êtes là pour faire des bêtises. Et il faut qu'elles vous coûtent le moins cher possible. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, alors, on va y revenir, je vais appliquer ça de manière très, très, très claire pour la question de Hugo. Donc du coup, si vous avez raté le scénario vendeur, d'accord, si vous avez cédé, que vous avez sorti une partie de vos gains, voire la totalité de vos gains, et que du coup aujourd'hui vous n'avez plus d'exposition vendeuse à ce marché, qu'est-ce que vous faites? Je veux toute la construction, hein, c'est-à-dire comme d'hab, ça c'est, on part donc d'une idée, d'un sentiment, enfin d'un état de fait. Donc vous vouliez vendre en hebdomadaire et bon, vous avez fait une bêtise, vous avez sorti votre trade hebdomadaire. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y a plein de bonnes réponses ici. Ce qui m'intéresse, c'est de voir dans vos raisonnements s'il y a des processus irrationnels pour que on les détecte avant que vous fassiez la même bêtise plus tard avec du vrai trade. D'accord. Donc là, si vous êtes dans ce cas de figure, même si vous n'y êtes pas, qu'est-ce que vous feriez et pourquoi? Et c'est bête et méchant, hein, mais souvent gardez ça à l'esprit. Quand vous allez appuyer sur un bouton, imaginez-vous toujours un truc. Il n'y a pas d'urgence, d'accord, quoi qu'il arrive. Sauf quand vous scalpez, il y a un peu d'urgence, mais il n'y a personne qui scalpe ici, en tout cas je l'espère. Donc, il n'y a pas d'urgence. Maintenant, dans votre processus rationnel, avant d'appuyer sur un bouton, donc il faut bien quand même être capable de vous rappeler la stratégie que vous êtes en train de mettre en place. Et imaginez-vous que je suis à côté de vous là, 1 mètre derrière vous et que je suis en train de vous regarder. C'est-à-dire qu'avant que tu appuies sur le bouton, tu dois arriver à me convaincre moi que ce que tu fais, je peux le comprendre et je te dirai oui. Et dites-vous toujours ça. Quand vous allez appuyer sur un bouton, imaginez-vous et vous dites, Phil, il est derrière. Qu'est-ce qu'il me dirait si je devais lui expliquer ce que je fais? Si vous êtes capable d'expliquer au fil imaginaire et que vous vous dites, je pense qu'il me dirait ouais, ok, ou peut-être que tu devrais prendre un peu plus ou un peu moins de machin, voilà. Si je vous dis ok, mais moi je ferai comme ça, c'est parfait, vous le faites. Encore une fois, la façon dont moi je ferai les choses sera forcément différente de la vôtre parce qu'on n'a pas la même sensibilité au risque. Mais si je vous dis ouais, ok, ok, voilà, c'est bon. Si vous pensez que je validerai votre truc, c'est que vous prenez probablement une décision, en tout cas rationnelle. Est-ce qu'elle produira des gains ou des pertes? J'en sais rien, ça c'est le futur qui vous dira, mais en tout cas, vous respectez des règles. C'est juste en faisant ça que c'est bien. Maintenant, si vous dites ah putain Phil, il me taperait probablement sur le dos s'il savait ce que je fais, bah, vous savez que si vous pensez ça, c'est que déjà à la base votre décision elle n'est pas bonne. Et si vous pensez ça, bah, la première des choses à faire, c'est prendre son temps et essayer de me convaincre si je devais avoir être convaincu. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vous dirais du coup si vous essayez de rattraper un trade vendeur hebdomadaire? Il y a plusieurs bonnes réponses.
Je vous les donnerai tout après, si vous ne les donnez pas vous-même. Si vous les donnez vous-même, je préfère. Comme ça, au moins, ça vient de vous. Parce qu'il y a différents cas de figure, hein, on est bien d'accord. Je reviens, je vais me chercher un peu d'eau pendant que vous répondez. Alors, la troisième borne de range, elle sera forcément contre-tendance. Donc, dans un contexte ici, ça va être compliqué. C'est-à-dire que là, si tu as une troisième borne de range, ça va être un trade à l'achat. Donc, encore une fois, possible uniquement si tu as des ventes. Donc, le raisonnement, pour moi, n'est pas bon. Puisque là, le principe, c'était de dire la personne en question, ici, n'a plus de vente et essaye de se repositionner dans le mouvement vendeur. Ah oui, oui, ou sinon, oui, ok, une troisième borne de range à la vente, mais non, c'est pas possible. On est dans une tendance baissière pour l'instant. Donc il y aura probablement retracement de cette vague, mais un retracement probablement partiel. Donc, alors on revient. Ok, on arrive sur les propres contexte daily, on retourne les contextes. On peut y avoir un V-bottom dans le cas où on attend que la volatilité se calme. On a un range avant de revenir potentiellement. Ok. Voilà, il y a beaucoup de scénarios possibles. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte de range. Donc dans un range, on applique ces règles FIBO. Donc il y avait effectivement un TP à faire ici sur les UT daily, enfin sur les UT 4 heures. Non, même c'est horaire du coup, attendez. Non, non, voilà, sur les UT 4 heures. Donc 4 heures, il y avait une première gestion du risque. On est sur des trades hebdomadaires. Regardez le 4 heures, ça fait du sens. C'est un peu agressif, raison pour laquelle on sort pas 100% de la position. Okay, mais un TP partiel ici sur les zones 4 heures, ça fait du sens. Voilà. Là, moi, je vous explique pourquoi je vais probablement reprendre un TP en fonction de la clôture ce soir pour pas rester trop exposé overweek, parce que ça fait 2 jours dans lesquels je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui va se dire, je ne sais pas ce qui... Voilà. Donc, j'ai pas peur pour la suite du scénario, mais garder 75% de la position ouverte, ça me semble un peu too much, en sachant qu'il va de soi qu'il y a peut-être des banquiers centraux qui vont parler. Voilà. Il peut se passer beaucoup de choses pendant le week-end. D'ailleurs, le week-end dernier, c'est le gap baissier qu'on a eu lundi matin qui a lancé ce mouvement-là. Hein. Donc il est tout à fait possible qu'on ait un autre gap baissier lundi suivant. Hein. Ça, ne l'oubliez pas. Hein. C'est pour ça qu'on reste vendeur. Parce que si ça regape à la baisse lundi matin, qu'est-ce que vous faites? Hein. Donc, alors, première option. Si jamais on neutralise un petit peu, comme on est dans un range, quelle est la zone dans laquelle on reste le plus longtemps dans un range? La dumb zone. Quelle est la zone dans laquelle c'est intéressant de vendre? Voilà. Les bornes. Alors, dans notre cas de figure ici, ce ne sera pas la borne 76, mais c'est l'ancienne borne 23%. Donc, celle que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est 3150. C'est là où, si vous mettez votre gros range en 4 heures, c'est là où vous avez la borne vendeuse. D'accord? Donc, au-dessus de 3150. OK? Et vous avez l'autre borne en dessous du Fibo 76, qui est donc à 2600, je crois, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Je ne sais plus exactement, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est à peu près ça. C'était. Ah oui, non, ça c'est l'autre, c'est carrément en hebdo là. Oui, oui, attendez, voilà, non, c'est pas les bornes 4 heures, pardon. Donc, ce sont les bornes daily. Voilà, c'est bien ce qu'on avait dit. Donc en daily, on a le Fibo 76 qui se trouve à 2600. D'accord? Et là, il faudrait revenir chercher 3150 pour avoir et retrouver la zone dans laquelle c'est intéressant de vendre. Ok. En attendant, on a une dumb zone en plein milieu. Je vais la tracer. Ok. On a une dumb zone en plein milieu et qui s'étend de
de 1978 jusqu'à 2729. Ça, c'est notre DOM zone. Ok. Théoriquement, la black box, le truc où vous ne devez pas trader. Ok. T'as d'ailleurs, attends, qu'est-ce que c'est ce bordel? Ils sont mal placés, mes fibos? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Pourquoi ils sont mal placés, mes fibos? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah non, c'est moi qui ai mal placé, je me disais aussi. Ah, j'ai eu peur quand même. J'ai eu peur. Non, désolé, enfin, vous voyez pas mon écran, mais j'avais fait une petite bêtise et j'avais pas les fibos auto n'étaient pas alignés. Je me disais, attends, il y a un problème. Donc la zone de nœud ne s'étale pas là où je vous ai dit. Elle s'étale précisément à bon, 3000, on va dire, et elle va jusqu'à 2740. Voilà. Donc c'est là où se situe notre zone de nœud. Donc, minimum pour vendre et minimum pour acheter. Je parle de minimum. Hein. Là, au début, on a parlé des zones où c'est intéressant spéculativement parlant. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? Pas forcément, puisque normalement, on va passer le plus clair de notre temps dans la DOM zone, donc entre 3000 et 2740. Et ben voilà, vous l'avez votre stratégie. C'est pas compliqué. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on ne traite pas à l'achat tant qu'on n'est pas proche de 3000, on ne traite pas à la vente tant qu'on n'est pas proche de 3000, on ne traite pas à l'achat tant qu'on n'est pas à 2740. Terminé. Scénario daily, ça veut dire que derrière, on ira chercher des signaux horaires pour les agressifs, horaire 15 minutes pour se positionner dans ces zones-là. Donc, si vous voulez vendre, il faut attendre 3000. Sinon, vous prenez des contextes de vente à plus court terme, sauf que, problème, qu'est-ce qui se passe sur tous les time frames à plus court terme? Qu'est-ce qui se passe en 15 minutes qu'on a vu tout à l'heure? Même en horaire au final. C'est-à-dire que l'horaire, ça va être très compliqué de traiter ce contexte-là. À mon avis, il faudra faire du 4 heures. Parce que l'horaire est complètement arraché. On a des pétages de contexte dans tous les sens. Donc, en tout cas, le 15 minutes est complètement fou. L'horaire est carrément fou aussi. Mais voilà, c'est surtout le 15 minutes est totalement illisible. Donc, avant qu'on recale le 15 minutes, il va falloir être très patient. Non, mais c'est surtout que si tu traites le 15 minutes, on a invalidé tous les signaux acheteurs, mais on peut très bien se mettre à invalider tous les signaux vendeurs la semaine prochaine s'ils commencent à nous injecter des milliards tous les jours. Hein. Voilà. Donc on fait attention, ok? On fait très très attention. Si, les bornes de la DOM zone, on peut le faire. Ah, ce serait bien d'avoir le pullback à 3150, évidemment, ce serait la meilleure des solutions. Mais on verra et on surveillera, pour ceux qui veulent se repositionner vendeurs, la gestion du risque qui nous sera proposée à 3000. Si on a une gestion du risque, est-ce que je vais attendre 3150? Rien à foutre, on prendra un trade en fonction de la gestion du risque qu'on a, avec un stop loss, et si on se fait péter la gueule sur la zone des 3000, on essaiera la zone 3150. On ne sait pas ce qui va se produire, on sait juste que dans ces zones-là, si vous voulez vendre, c'est là-bas que ça va se passer. C'est tout. On ne joue pas les devins, les gars, jamais. On traite des zones et on applique des stratégies. Ces zones-là, je ne les ai pas trouvées par hasard, je les ai trouvées avec des règles qu'on utilisera toujours, qui sont, on peut éventuellement traiter un peu agressivement aux bornes de la DOM zone si on n'a pas trop de volatilité, mais si c'est volatile, qu'on remonte en V-bottom lundi matin, on ne va pas chercher à se positionner comme des glands lundi midi à 3000. Voilà. On fera en fonction de ce qu'on a quand on arrivera sur ces zones. Et si on continue de baisser, on sait que la prochaine zone, c'est bas de la zone neuneu, c'est à 2740, et on pourra chercher des petits achats si on a des contextes favorables, et si ça ne réagit pas, on ira taper 2006. Et on peut le faire sans aucun problème. Et une fois qu'on est à 2006, on peut aller taper 2005, on peut aller taper 2004. Voilà, à ce niveau-là, on sera dans un contexte tellement irrationnel où la volatilité sera folle que quand on est à 2005, pourquoi pas aller à 2004? Tu vois ce que je veux dire? À ce niveau-là, on peut aller très très vite. Et quand on est à 2004, pourquoi pas faire une méchasse à 2002 hein? Voilà. Je vous ai dit, on sera dans un contexte là de pure folie boursière où on peut enfiler moins 15, moins 20 dès lundi. Et puis quand on enfile à 2004, tu crois quoi? Qu'il y a des gens qui vont acheter le support à 2004? Non, on risque de l'enfoncer celui-là. D'aller chercher peut-être 2002, 2100 pendant quelques minutes. De trader ça pendant quelques heures, tu vois. Et derrière, on remonte tout. Mais on se fait ce fameux flash crash où la semaine prochaine, ça peut être un Bloody Monday avec interruption de cotation, une journée à moins 20, un truc historique, tout le monde pète un câble et tout le monde en vient à se dire mais attendez, c'est qu'un petit virus qui a tué 2500 personnes. Tu vois ce que je veux dire? On peut très bien s'en finir comme ça. Et si c'est ça si c'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'on en vient à faire un moins 35, moins 40 sur le marché, sur du vent,
Et ben, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont dire, ouais, attendez, c'est complètement irrationnel, les marchés sont fou, les algorithmes, tout ça, tout ça. Eh ben oui, au final, vous avez quand même appris le métier spéculatif, c'est-à-dire que vous êtes en plein dans le cœur de ce merdier. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez qu'on n'en a rien à foutre de savoir pourquoi, que c'est de la pure volate et qu'il n'y a que ceux qui sont pas traders qui essaient de suivre. Nous, notre but, c'est pas d'expliquer ce qui se passe. Ah mais, alors, putain, Bap, tu m'énerves. Je vous l'ai quand même dit, c'est obligatoire d'avoir des TP. Mais obligatoire. Moi, je vous l'ai dit, j'ai deux positions vendeuses. J'en ai une avec un TP sur le TP1 que j'ai là sur mon graphique à 2005. Ça veut dire que si on va à 2005, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe, je récupère mes gains. Et j'ai un TP obligatoire un peu au-dessus de 2000. Voilà. Je crois que j'ai mis 2002 ou un truc comme ça. Voilà. Ça veut dire que si jamais on devait aller là-bas, ne serait-ce qu'une demi-seconde, ça me suffit. Voilà. Moi, je veux juste que le marché futur aille là-bas, comme ça, si mon broker ne veut pas me payer, je vais lui dire, écoute, je suis désolé, mon coco, il y a eu des futurs qui ont été cotés à ce prix-là, qui ont été tradés, tu es supposé être sous un sous-jacent futur, tu me payes, et puis c'est tout. Voilà. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Si vous ne mettez pas de TP sur vos trades, vous ne pourrez pas aller pleurer au broker pour lui demander de payer la position. Par contre, si vous avez des TP, il est obligé de vous payer. Enfin, si c'est un broker digne de ce nom. Après, sinon, vous le foutez en procès. Voilà. Alors, autre bonne question, si c'est par rapport au Nasdaq et compagnie et qu'on a donc d'autres contextes, eh bien vous appliquez la stratégie sur les contextes que vous avez. Non, il ne peut pas invoquer la liquidité, mon cher. À partir du moment où il y a un tick qui a été exécuté sur un CFD, il est obligé de payer. C'est le problème du CFD. Enfin, le problème, c'est l'avantage du CFD qui crée d'autres problèmes, hein, on est bien d'accord. Ah, ça, je ne suis pas au courant. La Fed a demandé de supprimer des trades. Ah, je suis curieux. Alors là, par contre, je veux des informations là-dessus. Enfin, je veux pas un on-dit et je veux une source. Et je veux pas une source de type truc du net qu'on ne sait pas d'où ça sort. Mais si c'est sourcé, ça m'intéresse. Il nous reste 20 minutes. Si vous avez d'autres questions, on en profite. Sinon, on va s'arrêter vite fait. Parce que je ne dépasserai pas 2 heures, je vous le dis direct. Sinon, ça va être indigeste au possible. Et je ne veux pas faire fuir les gens parce qu'il faut vraiment que tout le monde regarde cette émission. C'est important. Pour moi, c'est le trade des 5 dernières années. Hein. C'est-à-dire que le pullback en 2015, c'était que dalle à côté de ça. Enfin, 2015-2016, c'était rien en termes de... C'était des contextes intéressants, hein, mais c'était rien comparé à ce qui vient de se produire là. Et les 2 dernières années, c'est les 2 dernières années les plus folles que j'ai jamais eues dans les marchés. Donc voilà. Et ce mouvement-là est encore à la hauteur donc, de ces ranges débilos dans lesquels on est depuis 2 ans. Ah, oui, ok. Non, mais ça, c'est une autre histoire. On est d'accord. Là, moi, je te parle d'un futur S&P 500, un truc à la liquidité de plusieurs centaines de milliards. Non, non, on parle d'autre chose, là. Non, non, je te parle pas d'une petite action illiquide. Moi, je te dis, si j'ai une vente sur un CFD alloué au futur S&P 500 avec le S&P 500 cote l'éthique que j'ai sur le CFD, je suis désolé, j'en ai rien à foutre que le broker me dise, mais moi, j'ai pas la liquidité, hein. Moi, j'en m'en fous que tu n'aies pas la liquidité. J'ai un CFD, j'ai un TP. Tu payes, c'est tout. Euh, Après, bon, c'est une autre histoire. Bon, on reviendra sur l'histoire des brokers si ça vous intéresse. Voilà. Après, il faut aussi faut que le trade en vaille la peine, hein, parce que je te dis, si le broker ne va pas te dire oui, le broker il va te dire non, et tu vas lui dire, bah ok, bah, dans ce cas-là, on va en procès. Voilà. Et le principe, c'est que pour récupérer le blé, tu vas te coûter de l'argent. Il faut quand même payer un avocat et tout ça. Donc le principe, c'est qu'il ne faut pas le faire pour un trade de 100 balles. Donc ils savent très bien que si tu avais un trade à 200 balles à récupérer, ils vont te dire non, et puis tu vas pas l'ouvrir ta gueule derrière. Voilà. C'est simplement ça le truc. Et moi, de toute façon, ils iront pas enfin, je pense pas qu'ils iront au procès. Ils sont pas si débiles que ça. Derrière, ils vont perdre un client. Donc, je vais te dire, ça fait quand même longtemps que je suis chez eux. S'ils veulent pas me payer, ça va être une autre histoire. Hein. Enfin, voilà. Mais bon, bref, on s'en fout. C'est pas la question.
Le point haut était quand même tendu. Tu pourras nous refaire le scénario du point d'entrée. Bah putain, le scénario du point d'entrée, c'est le signal daily qu'on a eu, point barre. Voilà. Je vous ai fait rentrer avant le signal daily parce que j'avais vu des faiblesses sur le 4 heures et l'horaire, et c'est cela que je vous ai fait rentrer. 2 jours après, on a eu le signal daily. À partir du moment où on avait le signal daily, pour moi, c'était trade. On avait anticipé le signal, on l'a eu. À partir de ce moment-là, je vous avais bien dit de garder le trade jusqu'au canal de tendance daily pour la validation. Quand on a été validé, je vous ai dit regardez la tronche du signal. C'est un signal bear dans une tendance haussière. Ça veut dire qu'on va l'éclater, le support. Enfin, qu'on a des fortes chances de l'éclabousser. Autrement dit, je vous ai dit, ne faites pas de gestion du risque sur ce canal de tendance. Vous vous contentez de mettre le stop ABE. Et voilà, ça n'a pas raté le signal de baisse. C'est-à-dire que là, en fait, moi, je ne sais jamais ce que je vais faire. Je vais faire en fonction de la gestion du risque. Là, on a anticipé un signal avant même de savoir ce que serait ce signal, mais on savait qu'il y aurait un signal si ça baissait ici. Le signal est arrivé, c'était un signal bear. Moi, je me suis dit, putain, c'est bon, on va être agressif, on ne va pas faire semblant cette fois, quoi. Maintenant, ça ne m'a pas permis de prendre des positions avec des risques de 4% et compagnie. Pourtant, avec le recul, c'est là où j'aurais pu me gaver. Moi, je vous le dis clairement, je ne le mens pas, les gars. Je suis carrément sous-exposé par rapport à ce que j'aimerais avoir en ce moment côté vente aux États-Unis. Parce que j'ai pris des tailles de position qui étaient adaptées à la situation, c'est-à-dire hautement risquées, et j'ai du coup pas pris beaucoup de tailles de position. Et j'ai pas eu le temps de renforcer, et j'ai raté un renfort parce que j'étais en train de vous faire des lives, et ainsi de suite. Donc voilà, moi je suis sous-exposé. Ça me plaît pas l'exposition que j'ai aujourd'hui à Wall Street, mais je fais avec. Et c'est pas pour autant que je suis couru après les prix n'importe comment. Et c'est encore pas pour ça non plus que je me suis mis à acheter pour faire. Voilà. Alors, qui va partir sur les cryptos? Peut-être, enfin, je sais pas, regarde les cryptos en attendant, elles se font péter les dents aujourd'hui, je crois. Enfin, je sais pas. Elles cherchent leur support, hein, comme on l'a vu ce matin. Je pense qu'elles en sont allées. Tout à l'heure, j'ai vu qu'elles étaient à -4. Donc, je pense que. Ouais, bon, voilà. On peut pas faire plus simple. Hein. Putain, j'ai encore atteint. Tu vois, ça me gonfle, ça. C'est la stratégie de ce matin. Je vous en parle, je vous le dis, je veux le faire. Voilà, j'ai une alerte. Je l'ai vu en plus, ça s'est déclenché tout à l'heure. Putain, voilà, ça me gonfle, ça. Bon, enfin, bref. Euh, Bon, c'est pas grave, j'en ai racheté l'autre jour. Mais voilà, là, il y avait un trade spéculatif super beau à prendre. Et je le prends pas. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux que je prenne ça maintenant? On est déjà sur les canaux de tendance. Voilà, enfin, qu'est-ce que tu veux y faire? Vous me coûtez du blé, hein, c'est un truc de malade. Hein. Enfin, c'est bien parce que vous progressez, et encore heureux que vous progressez, hein, je te dis direct, parce que moi, moralement, c'est pas facile de devoir gérer la communauté en sachant que ça me coûte. Ça me coûte sur mon trading, hein, ça je vous le dis clairement. Mais bon, après, c'est pas grave. Non, mais après, les gars, on s'en fout. Déjà, d'une, je suis pas à plaindre. Donc, t'inquiète pas, avant que je me plaigne, ça risque pas d'arriver. Mais voilà, enfin, faut dire ce qui est. C'est pas, je le remarque. C'est pas juste de dire. Voilà, je suis un détecteur de pattern. Moi, je la vois bien la pattern. Hein, depuis que je vous materne pour vous former, moi, je vois mes rendements s'écrouler. Voilà, donc c'est pas compliqué. Hein. Euh, Donc c'est pour ça que je développe un algo de toute façon. Enfin, c'est pas grave. Moi, il y a une solution, il y a un problème. Enfin, à un problème, il y aura une solution. La solution, c'est que je vais foutre un algo qui va arrêter de rater tous les timings pendant que je vous fais des émissions, quoi. On est d'accord, oui, évidemment. Moralement, c'est beaucoup plus plaisant de savoir que je sers à quelque chose plutôt que de juste gagner de l'argent. Donc oui, t'inquiète, rassure-toi, je te dis, je me plaindrai jamais. Hein. Je me plaindrai jamais de ça. C'est un boulot trop beau pour. Voilà. Ça vaut largement l'argent que je gagne pas. Voilà. Allez, ceci dit, on va arrêter la branlette sentimentale. Si on a fini, donc pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Sinon, une dernière et après j'arrête. De toute façon, donc je résume un peu l'ensemble de tout ce qu'on a dit. On a parlé de plusieurs biais psychologiques ici qui ont impacté certaines mauvaises décisions ces derniers jours. Si vous êtes tombé dedans, aucun souci, vous êtes loin d'être les seuls. Euh, Tout dépend à quel degré vous avez cédé à ces pulsions. Si vous n'avez pas cédé du tout, bravo. Franchement, bravo, parce que, encore une fois, les filets étaient grands ouverts pour venir vous récupérer.
Si vous avez cédé au dernier filet, c'est-à-dire vous avez tenu bon jusqu'à hier, et quand hier j'ai pris mon TP, vous avez dit ah bon allez file pour un TP, moi je sors tout, parce que j'ai peur que tout remonte en V-bottom. Bon, si vous avez fait ça, bon, c'est pas grave, encore une fois, c'est pas rationnel, parce qu'il fallait prendre un TP partiel et non pas un total. Mais l'avenir nous dira, peut-être que vous aurez eu raison et que moi j'aurais eu tort, hein, c'est-à-dire qu'au final on aura encore un V-bottom et moi je serai encore avec des ventes qui vont du coup se faire baiser la gueule, c'est-à-dire ils vont manger tous mes gains et encore heureux que j'aurais pris 50% en bas. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est pas le cas? C'est-à-dire si lundi matin on s'envoie moins 15% et que vous avez sorti le trade, eh ben, il se passe que vous ne pourrez pas profiter de la fin du scénario, que vous risquez de vous mettre à l'achat pour faire les glands et compagnie. Et donc voilà, c'est penser toujours à éviter d'ouvrir une porte. Enfin, pensez toujours à éviter de fermer une porte. Voilà. Sauf si vous avez réellement des raisons de le faire, c'est-à-dire que ça faisait partie de votre stratégie. Là, si vous fermez la porte, ça peut ouvrir d'autres bêtises derrière. Voilà. Donc c'est ça le seul truc. Donc si vous avez tout clôturé, on est bien d'accord que la seule chose que vous pouvez faire à ce stade-là, c'est attendre 3000 et des signaux relativement agressifs, c'est-à-dire interdiction de prendre ces signaux si vous êtes un blanc. Vous le ferez si on vous le dit, et voilà, vous le faites que si un expérimenté vous dit bon ok on y va, et la gestion du risque c'est un peu agressif, donc on met une petite taille de position, etc. Ok? C'est vraiment essentiel. Vous ne tradez pas en autonome là les blancs, même à la vente, vous faites toujours encadrer. L'achat interdit, je ne veux pas un putain d'achat dans ce marché. Si j'en vois un acheter, je vais vraiment Enfin voilà, faudra pas venir pleurer derrière si vous prenez encore un gadin lundi. Hein. Voilà. Aucun achat, c'est impossible. Et puis achat over week-end, non mais vous êtes fumé du bulbe. C'est un pari. Allez parier. Si vous voulez faire ça, allez au casino ce soir. Vous prenez ce que vous auriez mis dans le trade et vous allez jouer noir ou blanc et puis vous aurez la réponse dans 15 secondes. Vous allez éviter de vous morfondre à essayer de regarder tout ce qui va se passer pendant le week-end parce que si vous prenez un trade risqué, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder l'info pour dire ah mais avec qu'est-ce que je vais avoir lundi matin, un gap haussier, un gap baissier. Non, c'est quoi le délire? Enfin ça sert à rien. Voilà. Donc là un trade à l'achat over week, c'est trop dangereux. C'est beaucoup trop dangereux. C'est pas impossible, mais en tout cas, mentalement et psychologiquement, ça vous apportera rien. Parce que là, il n'y a aucun signal. Vous n'allez pas acheter un vendredi qui a une clôture mensuelle affreuse, etc., en ne sachant pas du tout ce qui vous attend lundi. Ça va gaper lundi, hein, je vous le dis direct. Ça va gaper à l'achat ou à la vente. On ne sait pas, mais ça va gaper. Donc, c'est vraiment un pari spéculatif. C'est de dire, si tu achètes là vendredi soir et que lundi matin on ouvre avec un gap haussier de 2% parce qu'il y a du QE ou il y a du pognon ou je sais quoi, ah ben tu vas dire, ah ouais, super, j'ai acheté le bottom, je suis trop fort. Bon, mais au final, c'était un pari parce que si on se réveille lundi matin avec un gap baissier de 5%, ah ben, tu prends une tatane direct dans la gueule. Hein. Et en plus, ça va vendre direct tout de suite. Hein. C'est-à-dire que si on ouvre en gap baissier lundi matin, tu sais que derrière on enfile 5% de plus. Donc tu as intérêt à sortir ta vente directe. Ton achat direct. Donc c'est un pari. Là, c'est soit vous faites un pari en étant conscient que, bon, là franchement, pour moi, on est au milieu de la dumb zone, c'est-à-dire on est pile sur le Fibo 50, savoir si on va taper 3000 lundi ou si on va taper 2740, j'en ai aucune idée. Mais je sais qu'on ira ouvrir sur l'un de ces deux niveaux. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis quasiment certain qu'on ira ouvrir sur l'une de ces deux zones. Je sais pas, je sais pas. Je vais devoir la mettre sur YouTube celle-là puisqu'elle dure 2 heures. Je vais pas pouvoir l'uploader dans Discord. Mais j'ai pas envie de mettre ça sur YouTube, qu'on soit bien d'accord. Donc je pense que je vais aller mettre ça sur WeTransfer ou un truc comme ça et je vous filerai un lien. YouTube, je veux vraiment que ça reste sur la partie éducative et tout ça, tout ça. Je veux éviter de tout mélanger là maintenant et voilà. J'aurais aimé la faire sur TradingView celle-là, mais on pourra pas parce que c'est pas encore dispo en français. Et si on va sur le Fibo mensuel lundi matin, mais qu'est-ce qu'on fait? Attends, le Fibo mensuel, lequel? Le 23%. Le 23%, encore une fois, ce n'est pas un niveau qu'on paye à l'aveugle. Hein. On ne paye pas un Fibo 23 parce que c'est un Fibo 23. C'est une zone. On sait qu'il y a une zone spéculative technique sur le Fibo mensuel 23%. Donc, on va chercher des contextes sur lesquels on peut trouver des rebonds. Donc, bah, c'est quoi un contexte de rebond? Pour un débutant, c'est que tu vas attendre qu'on tape un contexte vendeur, puis qu'on revienne chercher un contexte acheteur orienté à l'achat, avec 76% de retracement. Tu connais la musique. Tu vas essayer de choper des troisièmes bornes de range à l'achat sur des time frames qui font du sens, donc pas du 15 minutes. Bon, 15 minutes peut-être, voilà, éventuellement, peut-être en 15 minutes. Mais uniquement si tu es assisté par un expérimenté qui te dira « Ok, il y a des bons signaux de renversement sur les time frames supérieurs, tu peux y aller sans trop prendre de risques. Voilà. » Oui, peut-être YouTube en non répertorié, je sais pas. Oui, oui, je ferai ça.
Oui, voilà, on apprend beaucoup au casino en regardant les autres jouer. Je ne l'ai pas vu passer celle-là. Ok. Bon, allez, on est tout bon, donc on s'arrête là. Chacun sait ce qu'il doit faire. C'est tout ce qui m'importe à la fin de cette émission. Si vous avez commis des bêtises, il faut que vous soyez capable d'identifier toutes les bêtises que vous avez commises, de bien bien vous rappeler du processus mental que vous avez mis en place pour y arriver, parce que c'est en travaillant sur la maîtrise de ce processus que vous éviterez de reproduire la même erreur le jour J dans le futur. C'est parce que vous vous souviendrez de la façon dont vous avez mécaniquement fait une bêtise aujourd'hui ou cette semaine que vous ne la reproduirez pas. Donc il faut bien revenir sur ce que vous avez fait, vous souvenir des émotions que vous avez pensées, enfin des émotions, vous souvenir du processus mental dans lequel vous êtes enfermé pour arriver à la décision irrationnelle ou partiellement irrationnelle que vous auriez prise. Ou les décisions irrationnelles, parce qu'il y en a plusieurs pour certains cas. Okay, bien prendre du recul. Si vous avez subi les 3 erreurs, d'accord, c'est-à-dire, comme on l'a dit, couper la perte, enfin couper le gain, renverser la position et persister dans le renversement. Si vous avez fait ces 3 erreurs, une semaine de pause et on ne se revoit pas avant lundi suivant. Les 2 alertes, au minimum 3150 et au minimum 2700, non, là 2006. Donc 2006, 3150, tant qu'on ne tape pas au moins une de ces 2 bornes, et tant qu'on n'est pas lundi dans une semaine, vous ne regardez plus un graphique. Vous supprimez les notifications dans Discord, vous supprimez les notifications et toutes vos alertes dans TradingView, vous prenez une semaine off. Et si vous avez ouvert un graphique la semaine prochaine, vous attendez une semaine de plus. D'accord ? Il vous faut une semaine où vous coupez du marché. D'arriver à être capable de prendre du recul sur ce que vous avez fait, et vous ne prendrez pas de recul si vous ne prenez pas une semaine off. Voilà. C'est important, parce qu'il y a eu un impact en capital, donc un impact émotionnel beaucoup plus fort. Là, c'est proche du traumatisme, et quand vous êtes traumatisé, ce n'est pas le moment de reprendre le boulot le lendemain matin. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'est blessé ? On attend que ça cicatrise, point barre. Okay ? Ça n'empêche pas de retravailler derrière, mais on ne va pas bosser avec la main qui pisse le sang. Voilà, c'est comme ça. Si vous faites de la manute et que vous pissez le sang, personne ne vous laissera bosser. Ben là, c'est pareil. Pourquoi je vous laisserai travailler alors que vous n'êtes pas apte au travail ? C'est la même chose. Donc ça, faites bien attention. Si vous êtes là-dedans, prenez du recul. Et ce sera évidemment très tentant de regarder le graphique parce que ça va vous manquer. Ben à chaque fois que vous pensez ça, hop, processus irrationnel. On m'a bien dit qu'il fallait arrêter pendant une semaine. Je reste rationnel. Voilà. Apprenez à respecter des règles que vous vous fixez. C'est comme ça qu'on progresse en trading. Et tous les autres, on apprend de ses erreurs, on ne les reproduit pas. Et si vous n'avez plus de vente, vous savez qu'on essaiera de se repositionner, mais pas n'importe comment. Et il ne faudra pas dire ah, j'ai raté les ventes en manque, machin, donc il faut que je rattrape le manque à gagner. Donc pas de position, de taille de position irrationnelle par derrière, qui peut être une des erreurs qui découle de ça. C'est-à-dire comme vous avez raté la vente, ou que vous l'avez TP trop tôt, vous allez avoir envie de rattraper les gains, etc. Et vous allez prendre des tailles de position plus grosses. D'accord, le biais d'avarice le plus... voilà. Ça, on ne fait pas, on est d'accord. Vous êtes débutant ou en formation, vous n'êtes pas là pour gagner beaucoup d'argent. Vous êtes là pour apprendre à faire des bêtises et à ne pas en commettre plus tard. Ou en tout cas, pas beaucoup. Alright, allez, on s'arrête là. Donc, bon week-end à tous. Je vous ferai une émission quand même sur TradingView demain pendant la sieste du petit pour faire l'émission hebdomadaire habituelle. Bon, là, du coup, pour vous, je prends beaucoup plus de temps. Il va de soi que TradingView, je vais devoir faire la même chose, mais en très concentré puisque j'aurai même pas une vingtaine de minutes. Donc là, on a fait le biais total. Donc j'espère en tout cas que vous avez compris pourquoi on avait pris ce scénario tous ensemble. Et la dernière erreur, qui était évidemment, on en a très peu parlé parce que voilà, tous ceux qui avaient répondu vote blanc, c'est-à-dire que vous êtes tellement fait lessiver par Wall Street l'année dernière que vous n'avez pas pris la vente, eh bien vous savez ce qu'il faut en penser. La seule chose sur laquelle il faut que vous travailliez, c'est votre résilience. C'est-à-dire que quand vous avez une stratégie, c'est pas parce que ça a échoué 3 fois qu'il ne faut pas y aller la 4e. Et c'est comme ça. Et il faut apprendre. Vous, il faut que vous appreniez qu'un trade, c'est un trade, et qu'une stratégie, ça ne se base pas sur un trade, ni même sur 4 trades, ni même sur 5 trades. Une stratégie, ça se base sur une centaine de trades au minimum, et voilà. Et que les règles, malheureusement, des fois, elles vont rater 2, 3, 4, 5, 6 fois de suite, et pourtant, il faut y retourner derrière, et ne pas se surexposer. Voilà. Donc là, la règle, c'est qu'il fallait y aller parce qu'on avait des signaux, il ne fallait pas y aller comme des gros débiles, parce qu'on s'était fait péter effectivement pas mal de signaux avant, mais il fallait y aller quand même. Voilà, on a traité donc tous les cas de figure, chacun est dans sa case, d'accord. Donc comme d'hab, ne prenez pas l'intégralité de ce qui a été dit ici, parce que chacun a des informations à tirer de ce qui s'est produit en fonction de son propre profil. Là, j'étais obligé de faire fourre-tout parce qu'il y a eu tout un tas de profils et tout un tas de réactions différentes dans ces contextes-là. Mais voilà, prenez ce qui est pour vous
essayez de progresser, et ce qui se passe chez les autres, encore une fois, rien à foutre, hein. Chacun son problème, comme on dit, et vous vous occuperez du malheur des autres plus tard. Occupez-vous d'abord des vôtres. Et encore une fois, si vous avez tout réussi, un grand bravo. Mais soyez capable de le faire tout seul la prochaine fois. Okay. Le but, c'est pas que je sois toujours là pour vous dire quoi faire, mais que vous appreniez à apprendre ces mécanismes comme des mécanismes automatiques pour être capable de les faire en toute autonomie derrière. Voilà. Bye bye.